Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 18e numéro du 9-10, 18 ouais déjà. Ça nous rajeunit pas tout cela, hein, vous voyez, ça blanchit. 18e numéro du 9-10, votre rendez-vous du lundi soir qui ne dure jamais une heure. Hein. Voilà. On commencera pas par les golassos. Pierre qui disait dans le chat, venez, Baptiste n'est pas là. Voilà, Baptiste est là. Donc, comme ça, c'est réglé. Bon courage à tous. Attention avec la Corée. On va saluer tous ceux qui sont dans le chat. Roméo 11R, Nostromo et Romano 92, bonsoir à vous messieurs. Voilà, au 18e épisode que l'on va, je vais vous détailler un petit peu le sommaire dans quelques instants. Faut juste, tu as peut-être pas les messages, les anciens messages du chat, Baptiste, qui se sont affichés. Pierre disait venez tous, Baptiste n'est pas là. Voilà, c'est pour placer le contexte. Vous l'avez entendu, il y a Pierre. Vous allez avoir Pierre-Marie aussi. On en parlera un petit peu. On va les croiser juste après avec les news. Vous voyez juste à côté de moi là, ici là, avec son beau maillot jaune, Marcelin Chamois. On va en parler de ce maillot jaune tout à l'heure. Peut-être que ça risque de surprendre certaines personnes, hein, mine de rien, cette histoire de maillot jaune. On verra cela avec toi tout à l'heure. Je vais vous saluer, monsieur. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Non, c'est pas un hommage au tour. Salut Pierre, puisque tu parles dans le chat. Salut à toi. Salut Nico, salut Marcelin, salut PM, salut à tous. Et puis on va saluer Pierre-Marie Gosselin, donc PM. Salut PM. Ouais, salut Nico, salut à tous. Hein. Le meilleur pour la fin. Toujours. Ça va. Toujours aussi humble, hein, PM, c'est bien. Toujours. Ça se cultive. Très bien. Écoutez, voilà, vous voyez, on est prêt. On va je vais vous montrer le sommaire parce que vous allez voir que l'émission, elle est assez riche. Encore une fois, ce soir, le voici, ce sommaire. On va commencer, vous en avez peut-être l'habitude ou pas d'ailleurs, hein, mais on va commencer avec les news de la semaine. Principalement un petit tour d'Afrique avec PM et ensuite on ira parler un peu plus longuement de la Copa América féminine qui va débuter cette semaine. Voilà pour les news. Ensuite on passera tranquillement au dossier. Tranquillement, vous allez voir que le dossier il est quand même assez riche puisqu'il va être question d'homophobie et de football au Brésil parce qu'il y a eu une déclaration qui a un petit peu relancé tout cela. Ensuite, ce sera le portrait du joueur de la semaine. On va s'intéresser à Lucas Prato, que l'on devrait croiser aussi cette semaine en Libertadores et que l'on a croisé déjà la semaine dernière. Et puis ce fameux maillot jaune que vous avez entreaperçu, sauf si vous débarquez juste, mais vous le reverrez, vous inquiétez pas. C'est un maillot de Flamengo, oui, parce que Flamengo peut jouer en jaune. Et on terminera avec les rubriques traditionnelles, celles que vous connaissez, le Golasso Hello, que Baptiste attend, on se demande pourquoi, dans le chat, et les fameux rendez-vous de la semaine. Voilà, vous le voyez, le programme est assez riche. On va pouvoir se lancer tranquillement. Installez-vous, c'est parti pour ce 18e numéro du 9-10. Et on débute donc avec les news. Et on va débuter avec toi, justement, PM. Baptiste, je viens de le donner le sommaire. On va débuter avec toi PM, pour les news. Donc ça veut dire que l'on va commencer par notre petite page africaine, notre traditionnelle page africaine. Les jingles, ils sont là depuis le début. Attends, on travaille, hein, on fait les trucs comme il faut. Et donc voilà, on va commencer par notre tour d'Afrique habituel. Alors, si vous en avez l'habitude, vous savez toujours que normalement le point Afrique démarre par un voyage au Bénin. La Super League est terminée, ça vous l'avez vu avec nous, mais on va quand même, PM, on va quand même commencer par le Bénin. Ouais, quand même, c'est intéressant. On voit aussi de voir comment le football vit entre deux compétitions, etc. C'est aussi un moyen de suivre ce qui se passe enfin. Évidemment, pour tous les passionnés de football, le football, c'est pas que les matchs, il y a tout ce qui se passe autour. Et du coup, là, on est un petit peu plus sur les autours maintenant, vu que le championnat est terminé, mais ça reste quand même assez croustillant. Toujours en même temps, si. Ouais, toujours. C'est une caractéristique. C'est ça. Et du coup, le championnat donc s'est terminé il y a 15 jours. On a pu faire un petit bilan ici avec la victoire de Coton. Et Coton a reçu son trophée de vainqueur en grande pompe cette semaine. Enfin, la semaine dernière, plutôt, on est lundi, la semaine dernière. En milieu de semaine, du coup, ça contrastait. C'est marrant parce qu'il y a le championnat de Tanzanie là, qui s'est terminé aussi il y a 10 jours avec la victoire des Young Africans.
Et en fait, ben, les Young Africans, ils ont célébré leur victoire avec un grand défilé dans la ville, dans un bus impérial, enfin avec des milliers et des milliers de personnes rassemblées autour, tout de jaune et de vert vêtus. Et du coup, bah, ça contrastait avec le Bénin où le champion n'avait pas de trophée tout simplement. Et, ils avaient reçu aucun trophée. Et du coup, bah, la fédération a eu la bonne idée d'organiser une cérémonie au stade de l'Amitié, donc le grand stade de Cotonou, en mettant sur la pelouse les bonnes pancartes et tout ça, champion 2022, Coton FC, FBF et tout ça, enfin, etc., quoi. Tout le branding a été fait. Ce qui est dommage, c'est que ça arrive 15 jours après le titre. L'entraîneur Victor Zwenka est déjà parti en vacances, du coup il n'était pas là pour la cérémonie. Voilà, bon, c'est des petits détails qui restent à améliorer pour la suite parce que c'est quand même dommage que finalement ce trophée se remette dans l'anonymat et prive un petit peu les joueurs de Coton d'une grande fête qu'ils auraient pu faire avec le supporter si on leur avait donné, sachant qu'ils ont été titrés quand ils jouaient à domicile. Du coup, ils auraient pu fêter ça avec leur public. Donc, c'est un peu. Voilà, c'était pour conclure sur la Super League béninoise. Voilà, il manque encore quand même le meilleur buteur a été récompensé, mais toujours pas le meilleur joueur et le meilleur entraîneur. Donc, on ne sait pas trop encore. Ça Mais viendra d'ailleurs, petit d'ailleurs, à d'ailleurs, petit. je te coupe 2 secondes. Tu parlais de Victor Zvinka qui est en vacances. Je montre le visuel. Il a été élu meilleur entraîneur de la saison, hein. Ouais, lui, il a été élu meilleur entraîneur. Ouais. Il y a eu l'entraîneur et il y a eu le meilleur buteur, mais il n'y a pas eu d'autres distinctions encore. Et il y a eu Donc, l'équipe, hein. Il y a eu aussi la meilleure équipe de la saison. Bon, pas une surprise, hein, c'est Coton, hein. ouais, bah, en même temps, la meilleure équipe, logiquement, c'est celle qui finit champion. Bon, il Généralement, peut y ça va de avoir des pair. exceptions, mais de base, on est quand même sur comment dire, une équation assez simple. Mais Normalement. ouais, non, bon, voilà, c'était quand même un peu cocasse. Et puis surtout, ça contrastait avec les célébrations qu'il y avait en Tanzanie où c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Du coup, tu es dans un stade vide. Alors, il y avait toutes les personnalités qui étaient là, le ministre des Sports, le président de la fédération, enfin le président de Coton, enfin tout le monde était là pour que sur les photos ce soit bien. Mais voilà, c'est vraiment dommage que ce soit fait un petit peu en catimini, dans un stade vide, même pas à Ouidah, du coup, qui est la ville qui abrite au Coton. Donc voilà, on finit sur une note à améliorer, à peu mieux faire, peut beaucoup mieux faire pour la remise des trophées. En plus, le trophée, il est moche. On le voit bien là, hein, on le voit bien. Je l'ai mis en bien comme il faut. Mais après, tu parlais de la dernière fois, lorsque tu avais fait le bilan, on parlait des points à améliorer. Voilà, ça en fait partie concrètement. On rappelle que Ouais, on en est qu'au tout début, hein, de la Super League béninoise. C'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau des images d'avoir ce stade vide, d'avoir des joueurs qui sont. Enfin, je peux vous remontrer l'image précédente, mais bon, les joueurs qui célèbrent, ils sont en vacances là, hein, ils sont venus. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Celle-là, voilà, vous voyez les joueurs, ils sont pas du tout en footballeur, quoi. Ils ont pas fait l'effort, hein. non, bah en même temps, 15 jours après, vraiment pour le coup, ils sont en vacances. Ouais. Donc non, c'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'il n'y avait pas de trophée, ça commence à faire du bruit, comment ça se fait que le Bénin donne pas de trophée et tout, machin, sur les réseaux. Du coup, je pense qu'ils se sont un peu sentis obligés de faire quelque chose. Ils ont récupéré un trophée ici ou là, et puis ils ont mis la plaque par-dessus pour dire champion du Bénin. Mais voilà, ça fait partie encore des. En fait, il y a des infrastructures. Donc, toutes les équipes de Super League jouaient sur des pelouses synthétiques ou sur des pelouses gazonnées quand c'est à Cotonou ou à Porto Novo. Mais il y a des équipes qui étaient structurées, il n'y a pas eu trop d'histoires de salaires impayés ou de retard de salaire, etc. Donc ça a tenu. Par contre, il y a eu un énorme. Ça a été annoncé avec une grande communication qui a commencé sur les premiers matchs, puis qui finalement a complètement disparu pour finir avec voilà, même pas de remise de trophée. C'est quand même un peu. Voilà, c'est dommage. Il faudra vraiment que la fédération s'améliore sur ça et qu'elle mette le point sur ça parce que avoir les infrastructures, avoir les équipes et ne pas les mettre en valeur, c'est quand même dommage, surtout que ça s'est bien déroulé. Donc, encore une fois, voilà, si on vous essayez de cacher un peu les réalités parce qu'on joue sur des terrains en terre ou comme ça, je veux bien. Mais là, Ouais, au là c'est pas contraire, le il cas. faut, il faut le mettre en avant. Donc, c'est dommage que ce n'est pas suivi sur ce point-là. Et d'ailleurs, il y a eu aussi également cette semaine, donc il y a eu la remise de trophées. Et la veille de la remise de trophées, il y a un événement assez intéressant qui s'est passé. C'est que enfin, un événement, c'est pas vraiment un événement, hein, mais c'était plus une conférence de presse dans laquelle le ministre des Sports en fait annonce la prise en charge des arbitres par le ministère. Du coup, en gros, les arbitres deviennent fonctionnaires et n'ont plus besoin ne sont plus dépendants de primes de match ou etc.
qui peuvent voilà, parfois être insuffisantes, parfois arriver en retard, enfin, qui peuvent créer des problèmes et des histoires. Du coup, on se retrouvera la saison prochaine avec des arbitres rémunérés par l'État, ce qui devrait permettre, enfin, ce qui devrait leur permettre à eux, en tout cas, d'exercer dans de meilleures conditions. Ouais, En espérant que ça leur et permette d'éviter aussi de certains monter. risques, en fait. Hein, c'est la phrase cachée derrière ça, hein, des risques de corruption, des choses comme ça. Ouais, bah, Même s'il il n'y a y en pas a pas trop d'affaires. eu. On est Il y d'accord, il en n'y a a pas pas eu non, de. exactement, il y en a pas trop eu. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment dommage parce que si encore une fois, on est sur des terrains pourris, il y a des Ouais, c'est ça. arbitrages catastrophiques, c'est normal d'essayer de le cacher un peu, de pas vouloir le mettre en avant et là, il y a pas eu ça, il y a eu quelques petites polémiques forcément, il y a toujours, un gagnant, un perdant donc quand tu as un perdant, voilà, tu vas toujours peut-être avoir quelque chose à redire concernant l'arbitrage mais voilà, il y en a pas vraiment eu donc voilà, c'est pour ça encore une fois, voilà, en tout cas, au moins le ministère a pris les devants et là, Mais bon c'est maintenant s'il y en a, je pense que ça devient, de la grande malhonnêteté de la part c'est ça. des arbitres et ça devient peut-être des délits ou étant donné qu'il y a peut-être des paris sportifs locaux également, dans le foot, donc ça peut effectivement devenir grave. Et ça montre quand même que, et on l'a cessé de le dire hein, au cours de tes différentes interventions sur la Super League béninoise, à quel point elle était bien structurée, bien organisée. Évidemment, il y a des axes de progression, mais ça montre aussi qu'il y a toujours cette volonté d'avoir quelque chose de propre, hein, autant que possible. Et voilà, bon, on verra pour les cérémonies de remise de prix de fin de saison. C'est vrai que là, bah, comme le dit Nostromo dans le chat, et c'est un petit peu le message caché, hein, on a un peu l'impression que tout cela, ça a été improvisé à l'arrache. C'est ça, bah, j'ai pas, je l'ai sous-entendu un peu en disant que Ouais, ça ouais, c'est s'était ça. fait un peu en catimini, peut-être par la pression voilà, de ce qui se disait sur les réseaux et sur les réseaux sociaux, et cetera. Mais bon, voilà, c'est sûr que normalement tu le refais et puis tu le fais dans le stade de l'équipe. S'ils avaient fait ça à Ouidah, peut-être qu'il y aurait les supporters qui seraient venus un petit peu plus massivement, parce qu'il y a quand même des supporters qui se sont déplacés, mais très peu au final. Puis ça, c'est enfin, du jour au lendemain, quoi. Tu savais qu'il y avait ça, donc c'est compliqué de faire quelque chose d'un petit peu plus festif, alors que ça le mériterait. Les joueurs au moins l'auraient mérité, quoi. Ouais, exactement. Voilà, donc on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est Coton qui a été sacré champion. Voilà, ça sera le point béninois traditionnel, hein. Le- notre point de passage obligatoire au Bénin, parce que voilà, c'est notre point de passage obligatoire. Dans les pages africaines, on va s'intéresser à deux informations qui sont tombées hier, il me semble. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'était hier. On ne parlera pas de la CAN féminine Ibra, sauf si IPM a quelque chose à dire, mais je t'avoue que c'est pas prévu dans notre conduc. Bonsoir à toi d'ailleurs. On va justement, tu évoques la CAN Ibra, nous on va parler de la CAN masculine parce que c'est l'une des deux informations qui est tombée hier avec une modification du calendrier bien d'autres, comment dirais-je, bien d'autres nouvelles dans les perspectives des Coupes d'Afrique suivantes, 2025 et 2027, PM. Oui, donc la première info, c'est que la CAN qui devait se jouer là en juin en Côte d'Ivoire, finalement va se jouer en janvier, comme d'habitude, en fait, comme c'était traditionnellement, comme ça s'est toujours fait, vu que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de CAN en juin. Et pour des raisons météorologiques, ce qui avait été annoncé bien avant que, quand les gens ont commencé à dire qu'il fallait déplacer la CAN, qu'il fallait la mettre en juin, tout ça, pour que ce soit comme les autres compétitions, les gens ont dit attention, le climat ne le permettra pas. Et on a foncé droit tête baissée. Le Cameroun a montré qu'il fallait le faire en janvier. Et là, du coup, bah, même chose pour la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que Côte Euh, d'Ivoire, juin, c'est la saison des pluies, hein, c'est ça, hein. Ouais, et puis là, il y a eu de très graves inondations qui ont quand même bien paralysé Abidjan, du coup, le mois dernier, enfin maintenant, quoi, en juin, mai-juin. Donc, c'était la sonnette d'alarme, quoi. On pourra pas jouer dans ces conditions-là l'année prochaine. Et du coup, bah, le report a été officialisé pour le mois de janvier. Et bah, en fait, enfin, on est en train de se dire, mais c'est une grosse mascarade cette histoire, en fait, parce que. euh, Hormis, oui, effectivement, dans le Maghreb, la période en janvier, c'est plutôt l'hiver, ça correspond plutôt quand il fait froid. Mais sinon, dans tout le reste de l'Afrique, enfin, et en Afrique du Sud aussi, du coup. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que toute l'Afrique subsaharienne, elle est vraiment. Elle doit affronter des conditions climatiques qui sont beaucoup plus rudes parce qu'en fait, jouer par temps froid ou jouer par temps chaud, ok, c'est quelque chose, mais jouer sous le déluge de pluie, ça devient compliqué pour les joueurs, pour le jeu, pour les télévisions, etc. Donc,
À partir de là, c'était bizarre de vouloir absolument forcer et aller contre la nature pour jouer en juin parce que ça collait mieux au calendrier de la FIFA. Et ben, la réalité rattrape et c'est très bien, c'est pas plus mal. La CAN se toujours jouer en janvier, devrait continuer à se jouer en janvier. Tant pis si ça embête les clubs européens, ça leur fait. Enfin, voilà, le monde ne tourne pas autour d'un calendrier footballistique. Il faut aussi s'adapter, surtout à l'échelle de la planète, aux spécificités locales. Du coup, pour la Côte d'Ivoire, ils étaient même pas vraiment en retard en termes d'infrastructure, donc ça leur donne 6 mois pour faire 6 mois de plus pour des petits détails, mais en vrai, ils étaient prêts pour l'accueillir dès cet été. Et encore une fois, le président de la FIFA était là. Bon, il y a pas, ça a l'air d'avoir été annoncé juste le report pour cette compétition-là. Donc bon, Mais franchement, moi je trouve ça ridicule. Le président sud-africain a été élu parce que c'était le gars de la FIFA. On sait que Gianni il fait des tournées dans tous les pays quand c'est les élections de la CAF pour dire bon vous allez voter pour mon candidat et puis après vous aurez ça, ça, ça et ça. Donc du coup on se retrouve avec un truc en fait c'est géré depuis la Suisse. Mais le mec, il n'est pas au fait des réalités du terrain, quoi. Du coup, on se retrouve avec un gros décalage entre ce qui se passe en bas et ce qui se dit en haut. Mais ça pose une vraie question et je sais que Mansour Loum l'a soulevé un petit peu sur Twitter, cette histoire de calendrier. Donc voilà, finalement de revenir à janvier-février. Tu disais tout à l'heure, à part en gros l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, eux peuvent faire des calendriers, tenir cette compétition en juin. Et je sais que Mansour le soulevait, je crois qu'il l'a fait sur Twitter. Pourquoi pas justement adapter le calendrier en fonction du pays hôte, c'est-à-dire concrètement une année où c'est organisé au Maghreb ou en Afrique du Sud, tu joues en juin. Une année où c'est organisé, comme tu disais tout à l'heure, en Afrique de l'Ouest centrale ou de l'Est, enfin en Afrique subsaharienne par exemple, tu joues en janvier. Point. C'est une possibilité à envisager aussi, enfin à envisager, qui pourrait être un joli compromis, quoi. Bref, tu te rends, on parle de la FIFA, hein, on n'est Oui. pas. Non, mais là, je Du me coup, place du à côté, tu partir vois. de là, toutes les Je me place compétitions. dans une situation où l'Afrique et la CAF prend des décisions uniquement, tu vois de ce que je veux dire, ces décisions à elles. Voilà, hein, Si c'était indépendant et si c'était voilà, tu dans vois tout ce que je l'intérêt, sous-entends. si c'est dans l'intérêt De son football. de son football à elle, elle aurait même pas besoin finalement, elle aurait dû continuer son calendrier qui était calqué sur l'année parce que ça embête tout le monde au final, hein. Ça embête aussi les championnats locaux qui ont été décalés, les Ligues des Champions, Coupe de la CAF qui ont été décalées. Tout a été calqué sur un championnat qui commence en gros en septembre et qui finit en mai, alors que de base, ça se jouait plutôt de janvier à décembre. Et du coup, la CAN arrivait entre deux saisons. En janvier, la saison était finie, la Ligue des Champions s'était terminée quelques semaines avant. C'est vrai. Et puis avant de recommencer la nouvelle saison, tu avais la CAN, quoi. C'est Ça vrai. tournait comme ça. Et finalement, donc du coup, on a changé les calendriers des clubs, voilà. Puis après, on arrive à la CAN, ce serait bien qu'elle se joue en juin. Si on en arrive à dire, sincèrement, moi je pense que dans l'intérêt de toute façon, la CAF n'est pas autonome. Donc à partir de là, si on dit que au Maghreb et en Afrique du Sud, on peut jouer, ah ben tiens, étonnamment, c'est au Maghreb et en Afrique du Sud qu'on a les infrastructures qui sont déjà en place. Bon, on n'a qu'à jouer toutes les cannes là, on fait une Ouais, rotation on est entre d'accord. 5-6 pays, et puis ça va se terminer comme ça, et puis après on va aller faire un petit tour du côté de Dubaï, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, parce que peut-être qu'ils vont donner un petit billet pour que ça se joue là. De toute façon, ce serait pas très loin de l'Égypte. Tu vois, tu me diras, on Ah non, peut. je suis d'accord, je suis d'accord. Sur la Ça, dérive. c'est les raisonnements FIFA. Du coup, Ouais, ouais. moi, je pense qu'il faut. Enfin, dans tous les cas, ils vont s'obstiner, ils vont rien changer. On va dire que ça se joue en juin, puis ça va être un petit peu au cas par cas. Mais là, vous allez voir dans le prochain sujet, quand on va parler des prochaines CAN, les prochaines CAN, elles ont plutôt tendance à être organisées en Afrique subsaharienne. Donc, au moins 2024, du coup, est-ce qu'ils vont rejouer en 2025 ou est-ce qu'on va jouer 2024, 2026, 2028 ou 2024, 2025, 2027? Enfin bon, ça va être très compliqué. Et pour moi, c'est dans tous les cas, on ne peut pas jouer quand les conditions météorologiques ne le permettent pas. Ça, c'est On clair. fait bien des trêves en hiver en Europe. L'Allemagne ne joue pas pendant 3 ou 4 semaines parce que voilà, elle veut pas jouer sur du Même gel. plus, 2 mois. 2 mois, l'Allemagne. 2 mois, tu vois, encore plus que ce que j'avais en tête. Donc c'est voilà, c'est complètement illogique d'avoir raisonné sans prendre en considération ces facteurs-là, même si on dit qu'on les a pris en considération, mais bon, Ouais. finalement, Après, au pas final, assez, ils quoi. sont rattrapés par cette réalité-là, comme tu disais tout à l'heure, et c'est pas plus mal. On va saluer Panaox. Juste pour répondre à Nostromo, tu me confirmes ou tu infirmes, hein, justement, PM.
Il n'y a rien qui a été encore dit sur les qualifs, hein, sur est-ce qu'elles allaient être décalées ou pas. Hein. Il me semble pas l'avoir vu. Ah non, moi j'ai rien vu. Ouais, effectivement, bof. Je sais pas, Après, ça est-ce que change ça pas vaut le coup? grand-chose Est-ce que ça fondamentalement, vaut le mais coup? Tu vois, tu seras qualifié ouais. 6 mois avant, il y aura d'autres compétitions derrière, d'autres qualifications et tout ça. Donc en soi, ça change pas trop, quoi. C'est juste la compétition qui se jouera derrière un petit peu plus loin. Mais bon, je suis pas sûr que. J'ai Ouais. rien vu en tout cas. Je veux pas Mais dire de bêtises, ouais, je pense qu'ils mais n'ont pas communiqué là-dessus, ouais. Mais bon, on va voir. Et comme de toute le dit façon, Nostromo derrière, la avec eux, tout est décision. possible, donc bon. La décision a été prise à l'arrache, hein, on va pas se mentir, hein. Ils ont fait un congrès, puis ils se sont dit: «Ah bah oui, mais attendez, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le mois dernier, les inondations et tout, mais comment on va faire l'année prochaine?» Et puis là: bah on n'a qu'à repasser en janvier comme on a fait au Cameroun. Allez hop, terminé. Enfin, je caricature à peine, hein, je pense, hein, j'y suis pas, hein, mais j'imagine que ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, c'est un peu triste, mais Bah, bon. on verra bien. De toute façon, je sais qu'il y a un autre congrès en août, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Justement, là, tu parles de 2023. On évoquait aussi hein, dans le lancement les cannes suivantes, où c'est pareil. Ça commence à bouger encore. Ça bouge. Enfin, je sais pas si on peut Ouais, dire que ça alors bouge. la prochaine CAN, elle est annoncée depuis, ça fait 3 éditions déjà, en plus le Cameroun, ça avait été reporté et tout, il y a eu le Covid et tout ça, donc la Guinée, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'ils doivent accueillir ça, enfin qu'ils savent qu'ils vont avoir cette CAN. Et du coup, normalement, on connaîtra en septembre l'organisateur de la CAN 2027. Du coup, pour 2025, la Guinée n'est pas du tout prête. Alors, rien d'officiel, personne ne dit que ça va pas se jouer en Guinée, mais concrètement, la Guinée n'est pas en mesure de pouvoir accueillir une CAN, surtout qu'on augmente le nombre de clubs, qui dit le nombre d'équipes, pardon, donc plus d'équipes, plus de stades, plus d'hôtels, plus d'infrastructures, plus d'argent, plus de tout ce que manque la Guinée. Donc, j'ai du mal à imaginer la Guinée pouvoir accueillir la prochaine CAN. Et du coup, on risque d'avoir, peut-être si c'est pas en septembre, ce sera un petit peu plus tard, mais on risque d'avoir en fait des annonces pour plusieurs organisations. Et du coup, parmi les pays qui se sont manifestés pour organiser la CAN 2027, on a le Sénégal qui est déjà prêt puisqu'il a reçu enfin ou pratiquement prêt puisqu'il a déjà inauguré le stade Abdoulaye Wade, là, son nouveau grand stade de plus de 60 000 places. Donc voilà, eux, ils seraient prêts pour pouvoir l'accueillir. On a aussi une candidature de la Tanzanie, qui est déjà aussi un peu avancée en termes d'infrastructure, mais qui a encore du boulot. Et la Zambie et une co-organisation entre le Botswana et la Namibie. C'est assez intéressant parce que du coup, on risque d'avoir quand même une CAN qui devrait se jouer d'ici peu, parce que si c'est pas pour là, ce sera pour la prochaine fois, en Afrique de l'Est ou en Afrique australe, hors Afrique du Sud, et ça pourrait être quand même hyper sympa. Il y avait une CAN de jeunes, CAN U20, je crois, en Zambie, ça avait été exceptionnel. Du coup, ça pourrait être sympa aussi d'aller voir vers ces pays-là. Et moi, mon scénario, ce serait peut-être d'avoir le Sénégal qui fait la CAN 2025 ou 2026, hein, va-t-on savoir, parce que oui, le Sénégal est quand même un peu plus sec, donc il y aura peut-être pas le problème en juin, encore que ce sera peut-être la chaleur là qui pose problème. Mais autant vous dire que si ça se passe en Guinée, à Conakry et compagnie, c'est comme en Côte d'Ivoire, hein, injouable en juin. Donc voilà, à voir comment ils vont réussir à s'organiser. Mais on a quand même voilà, le Sénégal qui devrait être un des prochains pays à recevoir une CAN. Et puis derrière, un pays, j'espère, d'Afrique de l'Est, ce serait une belle récompense, notamment pour la Tanzanie ou la Zambie. Et pourquoi pas même les deux pays qui pourraient faire une co-organisation. Et Ibra l'évoque dans le chat, pas de serpent de mer marocain qui pourrait surgir de la boîte? Bah, comme toujours, hein, ce Ouais, c'est sera ça. la roue de secours. La roue de secours est là, eux, ils se cachent. Et puis, en fait, j'ai compris un petit peu avec le temps, le Maroc, ils ont un peu la stratégie de non, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Et puis, en Serpent de fait, ils mer, se Ibra. positionnent comme des sauveurs. Ah, bah, vous n'avez pas d'autre solution, allez, on vous accueille. Tu vois, c'est un peu. Moi, je le vois maintenant comme ça, quoi. J'ai compris le jeu. Le président de la Fédé, il a l'air d'être assez aussi dans le calcul. Donc, il y a peut-être aussi un peu de ça en mode on est les sauveurs de la CAF, quoi. Ouais. Non, Ibra, un serpent de mer, c'est-à-dire quelque chose que tu reçois que tu ressors tout le temps. Un vieux serpent de mer, c'est une histoire qui, enfin, c'est voilà, c'est là dans le cas d'une candidature pour la CAN d'organisation ou dans le cas d'une organisation de manière générale, tu as toujours, c'est ce que disait PM à l'instant, le Maroc. Non, j'ai pas dit que le Maroc Ouais, c'était un pays de serpents, je dis juste le serpent de mer. Mais il oui, y oui, a, il y je a- vois que tu charries. Mais voilà, et tu évoques PM parce que c'est un sujet qui est important. Tu évoques le problème, par exemple, pour la Guinée,
d'accueillir une compétition avec beaucoup plus de participants. À terme et même à long terme, et tu évoques la double candidature Botswana-Namibie, hein, c'est ça? Ouais, Euh, c'est ça. c'est quand même quelque chose qui risque de se reproduire pour bien des pays, parce que la capacité d'accueillir une CAN élargie telle qu'elle est maintenant, ça réduit aussi le nombre de pays qui peuvent l'organiser tout seuls quand même. Ouais, mais on s'aperçoit que c'est aussi la même chose en Europe, hein, Oui, 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 ça devient complètement. difficile de trouver un seul pays pour organiser, ben, même chose pour la coupe du monde parce que Pareil. c'est sûr qu'en jouant avec, Ah bah la 70 Coupe du Monde à équipes, 48, pareil. et du coup, ben, ouais, ça pourrait ça là, c'est intéressant avec cette histoire entre la Namibie et le Botswana. Les 2 pays n'ont pas non plus les mêmes, c'était 60 Botswana, 40 Namibie. On avait vu aussi la Guinée équatoriale et le Gabon qui avaient fait des co-organisations. En fait, c'est jouable dans plein d'endroits et on peut très bien imaginer une organisation Togo, Bénin, Burkina Faso, par exemple. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, heureusement que le Burkina aussi fait partie des pays, qui se portent candidats pour 2027. Mais là aussi, par contre, en termes d'infrastructure, ils partent de beaucoup plus loin. Et là, il faudrait presque tout reconstruire, quoi. Donc, bon, c'est peut-être la candidature la moins avancée parmi celles que j'ai dites. Mais du coup, à l'avenir, on pourrait effectivement très bien trouver, par exemple, le Bénin, Togo, Burkina Faso ou Niger, par exemple. Ces 4 pays peuvent accueillir une CAN avec chacun un grand stade. Enfin, voilà, ça pourrait très bien faire l'affaire. Après, voilà, ça rentre, voilà, il y a de la politique qui rentre du coup en jeu, et cetera et c'est un autre volet qui se met en place, mais on devrait y arriver et ce serait la logique, en fait. Parce qu'effectivement, on a vu que construire 50 stades au Gabon, enfin, j'avais dit 50, mais c'était 4, ça sert à rien, les stades sont à l'abandon. En Guinée équatoriale, c'est la même chose. Donc tant qu'à faire, autant faire une belle infrastructure dans chaque pays et au lieu d'avoir 2 pays, en prendre 4 et puis comme ça, c'est ce qui permettra aussi, Ouais. le développement de ces petits pays qui, seuls ou même à 2 n'auront vraiment enfin, peu de chances de pouvoir accueillir autant d'équipes et qui enfin voilà, les infrastructures deviennent colossales quoi, en termes d'hébergement, de stades et cetera, ça devient compliqué. Ouais, et voilà. Donc, mais ça sera assez problématique pour ces pays-là. Ibra qui parle de l'Algérie dans le chat. L'Algérie doit pouvoir accueillir tranquillement la compétition tout seul, hein, je pense. Donc, Ouais, mais c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est faire une rotation Maroc, c'est ça. Algérie, Bah oui, Tunisie, Égypte, Afrique du Sud et puis on recommence, ça ça sert à n'a rien. aucun Enfin sens. le football africain ne se développera pas. On est d'accord. On est bien d'accord. Alors, tu as évoqué un petit peu des histoires de politique. On a parlé tout à l'heure d'indépendance de la CAF. On va en parler de l'indépendance de la CAF, puisque dans les nouvelles de ce dimanche, il y a eu le fait d'entériner que l'Afrique sera bien le terrain d'expérimentation de Gianni Infantino, puisque la Super League arrive. Mais c'était pas l'idée de la FIFA, non? Au début, ils avaient dit, c'était Non, pas l'idée? je sais pas, ils sont soutenus, hein. Ah bon, bah, du coup, ouais, ça annonçait Bah, c'était plus une idée de certains clubs UEFA. Il y a quand même Gianni Infantino qui fait un petit peu pression pour les Super League et tout et tout. Enfin voilà, disons que le laboratoire habituel, ou comment dire, ceux qui font le plus facilement révérence à la FIFA ont donné le oui. Ouais, ben c'est pour du coup l'année prochaine. Donc on aura encore une saison de Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération classique. C'était déjà quand même bien avancé dans les petits papiers, hein. La dernière fois, on en avait parlé un petit peu, on l'annonçait comme si c'était déjà quasiment acté. Et la preuve, voilà, ça a été confirmé. À voir encore comment le format va être mis en place. On parle d'une qualification des équipes en fonction de leur ranking. Donc du coup, les peut-être 20 meilleurs ou 18 meilleurs, je ne sais pas trop lequel sera le format arrêté définitif. Ouais, parce que les dernières rumeurs que j'ai vu passer, c'était genre. Attends, je l'ai noté, 24 équipes, 3 groupes de 8, donc 14 matchs chacun, et une répartition sur la phase de groupe par zone géographique. Ouais. Avec Afrique centrale et de l'Ouest, une poule Afrique du Sud et de l'Est, et une poule Afrique du Nord. Bon, voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Et je le disais tout à l'heure, après, je vais te laisser y aller. Oui, Nostromo PM avait déjà parlé de la Super League dans un précédent 9-10. Là, cette fois-ci, elle est entérinée. Et je disais, il y a une réunion, il y a un nouveau congrès au mois d'août, le 10 août, puisque le 10 août, ça sera la cérémonie officielle de lancement de la Super League africaine. Voilà. Ouais, donc et puis ce sera en Tanzanie. Oui, Et du coup, la Tanzanie, justement, qui fait partie des pays qui poussent pour avoir cette Super League, parce que ça intéresse beaucoup, notamment Simba et Young African, qui pourraient faire partie des clubs éligibles et qui pourraient en profiter, parce qu'on parle quand même d'enveloppe budgétaire colossale, je crois, je sais plus 100 combien millions de dollars de prize money.
Ouais, voilà, donc on est quand même sur des niveaux assez intéressants pour certains clubs. Voilà, maintenant, bon, moi, déjà, j'étais pas trop partisan de la Super League en Europe. En Afrique, si ils gardent la Ligue des Champions et qu'ils gardent les coupes de la Confédération, en fait, ça permettrait peut-être d'avoir une troisième compétition. En gros, ça deviendrait la Ligue des Champions, même si c'est un peu fermé. Malgré tout, la Ligue des Champions, c'est quand même souvent les mêmes clubs qu'on retrouve. Donc ça aurait, en soi, ça impacterait pas trop. Maintenant, c'est à voir quels seront l'impact de cette Super League sur les autres compétitions. Si ça dévalorise la Ligue des Champions parce que finalement les équipes maghrébines ça les intéresse plus ou égyptiennes ou j'en sais rien, ça peut devenir compliqué. Voilà. Maintenant, ils savent pas encore vraiment quoi. Quand on lit des trucs, il y aurait peut-être des équipes qui pourraient l'intégrer les années d'après, etc. Donc on est encore sur pas mal de flou. Ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même se retrouver avec une élite des clubs. Certains en profiteront. Ça leur permettra de vraiment s'affirmer comme des grands clubs et puis d'avoir des retombées économiques garanties d'année en année. Voilà, pour d'autres, au contraire, ceux qui ne passeront pas le coche et qui peut-être ne pourront pas rentrer dans cette Super League. Je pense par exemple, l'exemple tanzanien, c'est intéressant parce que, admettons qu'il y ait Simba qui soit qualifié en Super League, enfin qui soit retenu pour la Super League et pas Young African. Du coup, on se retrouvait déjà, les deux équipes se rivalisent, il y a toujours un peu de haut et des bas, mais là, si une des deux rentre en Super League, concrètement, l'autre euh, va se retrouver dans un combat à armes inégales, quoi, parce qu'économiquement, ils seront plus en mesure de lutter. Et du coup, en championnat national, ça sera compliqué, quoi. Si tu as Ah, une équipe qui peut recruter les meilleurs joueurs et que l'autre, ils peuvent plus, euh, mais enfin, voilà, tu vois. c'est une vraie question, et c'est une question plus large que cela, même parce que si on part sur une session de 14 matchs de phase de groupe, pour ces équipes-là qui sont automatiquement qualifiées, est-ce qu'on va pas sortir ces équipes-là de leur championnat, tout simplement, parce que tu iras là où ça rapporte le plus, concrètement, tu vois ce que je veux dire. Euh, Toute proportion gardée, et c'est pas la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais quoique, quand tu regardes par exemple la Copa Libertadores, quand tu vois par exemple en ce moment River et Boca, le championnat qui leur rapporte rien, ils en ont strictement rien à faire, ils envoient des équipes totalement alternatives tant qu'ils sont engagés dans la compétition continentale en Libertadores. Ce week-end, Boca a joué avec 11 remplaçants, River avec quasiment 10. Voilà, tu vois, donc en gros, ils mettent de côté un peu le championnat quand ils peuvent jouer la compétition continentale. Si tu arrives sur une compétition comme cela, avec un tel pool d'argent euh, qui n'a pas d'équivalent, parce que 100 millions de dollars de pool, de prize money, c'est sans comparaison avec ce que je sais plus combien tu gagnes en ce moment avec la Ligue des Champions. Enfin, c'est incomparable. 250 000. Et ça va Voilà. être doublé, ça va passer à 500 000, je crois. C'est incomparable. Concrètement, c'est incomparable. J'imagine que ces équipes-là, mais on n'en sait rien, hein. Alors, Ibra le disait dans le chat, on a eu l'annonce aussi que les finales de C1 et C3 allaient se faire revenir en aller-retour, enfin, allaient se faire en aller-retour. Mais le fait est que normalement, ces équipes-là ne vont plus participer à la C1 et à la C3. Enfin, ça serait voilà. Mais dans ces cas-là, on va se poser la question de savoir si ces équipes-là auront intérêt à participer à leur championnat. Bah, moi, j'ai du mal quand même à imaginer que l'équipe ne participe plus au championnat local. Il y a quand même des enjeux, enfin, voilà, il y a une popularité à maintenir. Enfin, des rivalités qui existent. Imagine le Wydad et le Raja qui sont qualifiés, mais pas les Phares de Rabat, par exemple. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup que les Phares de Rabat ne puissent plus affronter le Wydad et le Raja, par exemple. Ça On est risque de d'accord. créer On est des complètement histoires. d'accord. Et pareil en Tanzanie, par exemple pour la Tanzanie, parce qu'on parlait de Tanzanie, Simba qui est tout le temps, enfin qui est suivi et qui a des supporters dans tout le pays. En fait, le fait de jouer le championnat national, ça permet aussi à tous ces fans de pouvoir voir leur équipe, etc., et d'entretenir la passion. Si on enlève ça, bon, c'est sûr que de jouer un championnat exceptionnel, ça valorisera aussi enfin, les supporters en seront fiers, mais ça risque quand même d'être à double tranchant, quoi, parce que tu peux aussi vite t'écarter de ta base qui est dans Oui, ton pays, en fait. Hein, oui. et bon, si en plus, connaissant la CAF, on va se retrouver avec des poules, ils vont finir avec des genres de, je sais pas, il va y avoir une partie qui va se jouer au Maroc, et puis on va faire comme des bulles, tu sais, comme ils ont fait pendant le Covid, là. Ça, c'est typiquement un truc de la CAF, ça. Et du Ah coup, non, l'Asie adore les bulles. tu vas plus jouer chez toi, tu joueras plus jamais tes matchs à Ouais. domicile et tout. Enfin, tu joueras toujours pareil. Ça, bon, Mais franchement, on est encore un peu loin, en fait. c'est C'est ça. trop flou. C'est trop Mais flou. c'est Y a ça, pas de, on mais se rend c'est pas en compte de ce cela. que ça va Mais, faire.
Mais c'est en cela que je le disais tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir. La FIFA va utiliser l'Afrique comme son laboratoire. Et pas que la FIFA, hein, parce qu'on va pas se voiler la face, hein. Il y en a d'autres qui regardent bien avec attention ce qui va se passer, comment va tourner la Super Ligue africaine, hein. On va pas se mentir. Euh, donc voilà, vous noterez juste petit au passage comme ça, mais c'est le petit tacle qu'on va mettre à la CAF habituel. Notez le titre, hein. Le titre, ça vient du communiqué de presse en français. Et regardez bien comment ils écrivent Ligue en français. Voilà. League. Donc, ils écrivent en anglais. Ils ont leur Google Trad qui n'a pas bien marché parce que oui, la CAF utilise Google Trad pour faire la version française. C'est absolument fabuleux. Bref, petite parenthèse. Mais voilà, on va voir. Et ça pose toutes les questions qui avaient été un petit peu soulevées avec la menace de Super Ligue européenne. On va voir comment ça va tourner en Afrique. Ce dont on est sûr, PM, maintenant, c'est que bah voilà, on n'y a pas le droit. Qu'on soit pour ou contre, on va être maintenant obligé de faire avec, hein. Ouais, bah ouais. Comme tu dis, Malheureusement, j'ai envie de dire, mais bon. en fait, je voyais pas trop le côté laboratoire, tu vois. Pour moi, c'était. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent après dire revenir en Europe, regardez, ça a marché en Afrique, on peut le faire ici aussi. Enfin, tu vois, je me le voyais pas comme ça. Maintenant, c'est flippant. Franchement, c'est flippant. Alors, les news africaines d'aujourd'hui, c'est C'est terrible. démoralisant, On quoi. va déprimer. Tu te dis que. Enfin, c'est triste, tu vois. Les Ouais. gens, ils sont tellement passionnés de football et au final, à l'échelle du pays du Bénin, bah, on voit que on bâcle comment on dit, le bouquet final, tu vois, où le feu d'artifice est complètement bâclé. Là, la CAF, ils te pondent des trucs, la CAN, bon, bah, c'est presque bâclé, tu vois, on s'en fout. Ça se joue en juin, en janvier, c'est pas grave. Tu vois, enfin, il y a pas de sérieux. Enfin, je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de sérieux, il y a peut-être du sérieux, mais disons que le sérieux est mal orienté ou pas orienté dans les bonnes directions. Et ça fait peur. Et franchement, moi, je voyais pas forcément que du négatif dans cette Super League. Maintenant, à voir si c'est vraiment l'idée d'expérimenter et qu'on se permet du tout et du n'importe quoi parce qu'on veut voir comment ça fait, qu'est-ce que ça provoque comme réaction. C'est Ça serait pas ouais, c'est impossible, hein. dommage que l'Afrique en soit le cobaye. Oui, mais C'est triste. ça serait pas impossible. Et vu l'importance de. Enfin, je sais pas, vu le poids qu'a l'Afrique dans la FIFA, en plus, c'est triste qu'ils acceptent cette situation-là. Ils devraient. Voilà, bon, bah, ils devraient faire la révolution. Voilà. Ouais, mais bon, pour l'instant, ils ont Ah, pour l'instant, apparemment, la plupart des dirigeants ont choisi de manger dans la gamelle de Gianni, hein. Faut dire les choses ouais, telles c'est qu'elles sont. ça. Non, mais c'est complètement ça, en fait. Ils sont dictés par l'argent. C'est pour ça que je dis qu'ils sont pas. La boussole oriente pas vers le bon endroit, quoi. Ils devraient être orientés vers le développement, le spectacle. Enfin, voilà, essayer de reproduire ce qu'on a en Europe, quoi. Je veux dire, Ouais. tu construis des grands stades, ok, c'est très bien, mais maintenant, il faut faire des grands matchs avec de l'ambiance, quoi. Et au lieu de ça, bah, on fait ces petites magouilles avec la FIFA, là. Enfin, c'est. Bon, encore Voilà. une fois, moi, je ne voyais pas aussi négativement la Super League. Je m'attends quand même à ce que c'est des impacts positifs, surtout pour les clubs subsahariens. Maintenant, encore une fois, tout dépendra de la formule. Si la formule tue le championnat local, bah, la Super League est de base, enfin de facto, devient une escroquerie, quoi. Ouais, et ben on verra en tout cas. Réponse probablement le 10 août. On en saura plus à ce moment-là, hein. Je le disais, il y a un grand congrès, une grande conférence de lancement de la Super League. Donc on devrait normalement en savoir plus déjà sur son format, sur son organisation, etc., etc. À partir du 10 août, on suivra ça avec attention. Voilà, on a bien déprimé avec l'Afrique. Merci PM1. Avec plaisir. Toujours. Comme Toujours. j'avais dit, hein, le meilleur pour la fin. Ah, toujours. En plus, c'est moi qui commence pour plomber, tu vois. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver une petite lueur d'espoir et on va aller en Amérique du Sud, une fois n'est pas coutume, pour trouver une lueur d'espoir. Enfin oui, si, on peut dire de lueur d'espoir et on va aller du côté de Pierre Gerbeau, puisque Pierre, alors ce n'est pas toi, mais c'est le pays dans lequel tu résides, qui va accueillir la Copa América féminine, 9e édition cette année. De cette épreuve, hein, de l'équivalent de la Copa América masculine. Voilà. Ce n'est que la 9e. Elle arrive en Colombie et elle montre aussi, surtout, Pierre, que voilà, ça s'installe de plus en plus quand même. La CONMEBOL fait un vrai travail pour vendre la compétition féminine et pour lui donner de la visibilité. Exactement, ouais, tu l'as dit, 9e édition. Elle commence vendredi et elle se terminera le 30 juillet. Alors, effectivement, elle essaye de se caler. Tu faisais le parallèle avec la Copa América masculine. Il y a un changement
majeur, c'est au niveau du format, puisqu'on était toujours plus ou moins sur une poule unique. C'est vrai. Là, il y a un vrai changement puisqu'on aura plus de poule unique pour terminer, mais donc demi-finale et finale. Et finale pour la troisième place. Ouais, c'est ça, je suis en Ouais. train de montrer, il y a deux groupes, hein, vous les voyez. Groupe A, Colombie, Chili, Équateur, Paraguay, Bolivie. Sympa, hein, le tirage au sort est magnifique hein, pour la Colombie. Bon bref, on va pas passer là-dessus. On va pas revenir sur la notion de boule chaude et de boule froide dans les tirages au sort, parce que le groupe B, Brésil-Argentine du même côté, tiens donc. Pérou, Ouais, Venezuela et Uruguay alors, pour compléter le groupe, même si ouais, on peut le dire ouais, le tirage clairement, au il y a un sort, favori, c'est le Brésil, et de très loin. Mais voilà quoi. ouais, mais tu sais, le tirage au sort était fait, en fait, ils faisaient groupe A, groupe B, donc il y avait la Colombie, pays hôte, Oui, et le c'est vrai, la Brésil, Colombie est PT. A1. Voilà, après, ils faisaient chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, avec à chaque fois deux équipes. Et donc voilà, il y avait en gros une chance sur deux, hein. Ils n'ont pas fait un tirage, un tirage différent. Et alors, pour la Copa América, on va peut-être préciser qu'est-ce qu'elle donne. Alors, elle donne des tickets. Elle donne comme ticket 3 tickets directs pour la Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde qui aura lieu en Asie. En Australie et en Nouvelle-Zélande, ouais. Voilà, dans la conférence asiatique. Bah, tu peux même pas dire. Alors là, pour le coup, tu vois, je sais que tu as voulu vanner Baptiste qui est dans le chat, mais elle n'a pas lieu en Asie puisque c'est C'est Australie-Nouvelle-Zélande. Australie, Donc c'est un Nouvelle-Zélande. Ouais. mélange entre. C'est ce qui est fantastique, c'est un Et mix, c'est deux confédérations Asie-Océanie. différentes qui organisent la Coupe Ouais. du Monde. Asie-Océanie, donc c'est pour ça on salue Antoine et Baptiste. Donc trois tickets directs pour cette Coupe du Monde. Donc bah, les deux finalistes plus celui qui gagne la finale pour la troisième place. Deux pour le repêchage. Donc bah, celui qui perd la petite finale. Et il y aura un match entre les troisièmes de chaque groupe pour savoir qui aura le dernier ticket pour les repêchages. Les deux finalistes, en plus d'avoir un ticket pour le mondial, auront également un billet pour Paris et les Jeux Olympiques 2024. Et les trois premiers, ou éventuellement les quatre premiers, si le Chili est inclus dedans, auront aussi un ticket pour les Jeux panaméricains qui auront lieu en 2023 au Chili. Donc le Chili a déjà son billet puisqu'il est pays hôte. Quand tu parles des attributions, des tickets, des billets, etc., on va rajouter aussi que, et c'est pour cela que j'insistais sur la notion de développement où on est en train de considérer enfin le foot féminin comme le foot masculin, c'est-à-dire essayer de faire les mêmes types d'épreuves. On voit sur l'organisation, on est passé à deux groupes, on n'est pas à trois, mais on est à deux groupes. On voit des choses qui commencent à se mettre en place, et le vainqueur de cette Copa América affrontera le vainqueur de l'Euro qui démarre ce mercredi, de l'Euro féminin, dans l'équivalent de la finalissima que l'on a eu, c'était quoi, en mars, mai, juin, je sais plus. Non, Juin, 1er juin. C'était en juin, ouais, c'était en juin. 1er juin, le Argentine-Italie, on aura l'équivalent de la finalissima, mais chez les filles, donc entre le champion d'Europe et le champion sud-américain, ce qui montre que désormais, en tout cas du côté de la CONMEBOL et de l'UEFA, quand on développe des projets footballistiques, on développe les mêmes chez les garçons et chez les filles, ce qui est enfin quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça commence à essayer d'avoir un calendrier à peu près, voilà, à peu près calé. Alors, pour la Colombie, il y aura trois Oui. stades qui ont été retenus. Le Pascual Guerrero, donc à Cali, le Centenario Armenia et le stade Alfonso López de Bucaramanga. Alors, on sait, hein, si vous suivez la Colombie masculine, entre guillemets, vous savez que le siège de la sélection, c'est Barranquilla. Pour les filles, le siège, c'est le stade de Cali, hein. Le Pascual Guerrero, c'est vraiment là où la sélection joue ses amicaux, et c'est là où on dit la casa de la sélection quand on parle du Pascual Guerrero pour se référer à la sélection féminine. Alors, si vous regardez un petit peu d'un peu plus près, vous voyez que les phases finales n'ont pas lieu à Cali pour une simple et bonne raison. C'est qu'en même temps, début août, il y a les championnats du monde. Le Pascual Guerrero, son vrai nom, c'est Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Et donc, ce stade accueille les championnats du monde d'athlétisme U20 début août. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir la fin de la compétition. Et donc on le disait, hein, voilà, ça sera justement cette fin de compétition. Enfin, on le disait, non, on le disait pas, mais cette fin de compétition, les demi-finales et la finale seront à Bucaramanga. Et je crois que le match troisième place est à Armenia, hein, si j'ai bien vu. C'est ça, c'est ça.
Et justement, on va évoquer un petit peu cette Copa América. Est-ce que on se souvient ça date maintenant, hein, c'était le Hello Mag numéro 2, on avait évoqué le début du football professionnel en Colombie. On a vu quelques casseroles depuis, enfin quelques gestions particulières depuis. Est-ce que l'organisation de la Copa América par la Colombie, c'est quand même presque, c'est la première fois hein, que la Colombie accueille une Copa América féminine. Alors vous allez me dire, il n'y en a eu que 9, sauf que si on regarde les précédentes, le Brésil en a accueilli 2. L'Argentine en a accueilli 2. L'Équateur en a accueilli 2,5 hein, parce qu'il y avait une co-organisation avec Pérou et Argentine en 2003. Le Chili a eu celle de 2018 qui a pas trop mal fonctionné. On a vu comment ça a avancé au Chili depuis 2018 avec un championnat professionnel qui se met en place, avec il y a aussi un syndicat de joueuses professionnelles qui est très très actif. Bon, pareil, on en parlait dans le 2, dans le Hello Mag numéro 2. Du côté de la Colombie, est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en marche? Est-ce que déjà on sent une effervescence pour cette Copa América féminine, que ça soit dans les médias? Alors, j'imagine bien qu'on n'est pas à fond dans les rues en train de descendre et de se dire, mais est-ce qu'on sent quand même qu'il y a... Voilà, est-ce qu'on a la sensation quand même qu'il y a un grand événement qui est organisé en Colombie ou pas tant que ça? Alors, dans la rue, effectivement, pas Ouais. encore. Mais pour les médias, oui, les matchs seront diffusés. Tous les matchs seront diffusés. Il me semble, sauf peut-être quand il y aura, et encore, puisque c'est Win qui va le diffuser. Et donc, quand il y aura les derniers matchs de groupe qui auront lieu en même temps, voilà, je pense Ouais. qu'il y aura peut-être un match sur le canal premium et l'autre sur le canal normal. Mais oui, on en parle dans les médias. Après, c'est entre guillemets logique que la Colombie se retrouve avec l'organisation de la Copa América, puisque la Colombie était candidate, hein, était même finaliste avec la double Australie-Nouvelle-Zélande. Ils étaient les deux dernières candidatures pour le mondial en liste. Donc voilà, la Colombie se retrouve un peu logiquement avec la Copa América. Après, c'est quand même, au moment où la Colombie avait postulé pour le mondial 2023, c'était quand même assez honteux. Leur plan, quand les gens de la FIFA étaient venus visiter les installations, dans les stades qui étaient prévus, il y avait notamment celui de Carthagène des Indes, Cartagena. Et les mecs de la FIFA sont arrivés, ils ont vu l'état du terrain, ils ont dit c'est pour le mondial ou c'est pour le mondial de beach soccer? Parce que c'était. Non, mais c'était vraiment ça. Il y avait eu les photos qui avaient circulé. Le terrain, il était jaune, marron. Enfin, non, c'était assez un scandale. Les photos qui avaient circulé, après, par rapport au foot féminin, marron. Il y a toujours cette idée que le championnat est quand même très très court. Il est sur 3 mois. Après, je vais parler hein, après du prix des stades, mais du prix des places. Mais le foot féminin, ça attire un petit peu en Colombie, puisque là, pour la finale, le stade était plein. Vraiment. Donc, il y a une vraie... Donc, en gros, même si le championnat est court, il s'est installé. Ouais, il est installé. Après c'est surtout, comme j'ai envie de te dire, comme chez les hommes, hein, c'est les finales qui attirent vraiment le plus de monde et où les stades sont vraiment pleins. Pour le même système, c'est un peu plus compliqué d'attirer du monde. Mais pour les finales, là, l'América, le stade était plein. Ouais. D'attirer du monde. Mais et du coup pour les prix sont aussi à peu près abordables. Hein. Alors je sais pas si Nico, Marcelin ou PM, vous aviez assisté à des matchs de Coupe du Monde féminine en France? Non. Non. Est-ce que tu savais combien coûtaient les places Je me à peu rappelle près? plus. C'était pas si je veux pas dire de bêtises. Je me rappelle plus. Là, je sais à combien sont les prix pour la Copa América féminine, mais je sais plus à combien ils étaient pour en France. Il y avait des packs assez abordables, je crois. Je me rappelle plus. S'il y a des gens dans le chat qui ont assisté et qui savent, voilà. Mais je t'avoue, je te retrouverai pas ça comme ça. Ouais, voilà. Là, en gros, pour des phases de groupe, comptez entre 6 et 10 euros à peu près. Hein, j'ai arrondi. Voilà, pour les demi-finales, ouais, c'est entre 7 et 11 euros. Et pour la finale, c'est entre 10 et 15 euros. Donc, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas inabordable, même à l'échelle de la Colombie. Hein. Sincèrement, je pense que si la Colombie est en finale, je pense que le stade sera plein. Et justement. Même pour la demi. Ouais, justement, il y a Nostromo dans le chat qui nous dit peut-être que la Colombie, à partir du 10 euros pour la Coupe du Monde féminine en France, apparemment. Donc tu vois, on est dans ces ordres de prix aussi. Sur les phases de groupe. Ouais, mais je sais qu'il y avait des packs. Je me souviens, Rennes était organisé. Et je sais qu'il y avait des packs, mais on pouvait pas parce que je crois qu'en 2019, pourquoi je suis pas allé à la Coupe du Monde Parce qu'on était au Brésil. Voilà. Ça peut être voilà. une explication. L'explication, elle est quand même. bête. Il était là aussi.
Ah oui, oui, j'avais un doute, je ne savais plus si c'était celle-là ou si c'était une autre. Ah si, Non, c'était c'était ça. les mêmes Souviens-toi, dates quand que la Copa on América. cherchait des matchs de Copa América, on voyait plus d'atmosphère pour la Coupe du Monde féminine et les matchs du Brésil Oui, mais je me féminin souvenais plus si que. c'était celle qui était en France. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, et justement, tu as abordé la Colombie, on a abordé un petit peu le fait que voilà, son championnat s'est mis en place. Au niveau de la sélection, alors Nostromo nous met dans le chat, peut-être que les filles vont réussir cette année ce que les garçons ont fait en 2001, c'est-à-dire bon, la gagner tout simplement. Bon, la Colombie a joué 2 des 3 dernières finales, hein, si je me rappelle bien, Non. chez les filles. Enfin, non, ils étaient. Enfin, finale, il n'y avait pas de finale, ils étaient Oui, c'est en vrai. espèce Enfin, de ils ont phase fini finale. deuxième de 2 des 3 dernières. Ouais, et ils ont fini quatrième lors de la dernière au Chili. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce que, on l'a dit, on va quand même le préciser, on est à 9 éditions, le Brésil en a gagné 7. Ouais, et Voilà. il y a juste de 2006 qui leur a échappé, c'est l'Argentine qui a gagné Exactement. Et ça. c'était en Argentine. Donc voilà. Est-ce que la Colombie a des chances dans cette compétition? Ouah, c'est difficile pour moi de te répondre parce que tu as quand même l'ogre brésilien. Hein. Alors, d'ailleurs, Nostrodomo dans le chat disait Martha, parlait de Martha. Martha, on la verra pas puisqu'elle elle est blessée. Je parle sous le contrôle de Marcelin Chamoin, mais il me semble qu'elle s'est fait une rupture des ligaments croisés. Donc, elle est en train de récupérer de cette blessure. Donc, elle sera pas là. Après, est-ce qu'elle a des chances ouais, c'est quand même c'est compliqué. Compliqué de dire vraiment si est-ce qu'elle peut oui ou non renverser le Brésil. La Colombie a fait des matchs amicaux là aux États-Unis, donc une grosse nation hein, à peu près du niveau du Brésil. Elle a perdu, donc c'est compliqué, mais tu sais jamais sur un match, voilà une finale. Si tu te retrouves avec le Brésil en finale, pourquoi pas. Voilà, après il y a dans cette sélection la meilleure buteuse de la dernière Copa América, Catalina Ousme, qui sera elle évidemment là. Et voilà, et cette sélection en fait en Colombie a fait débat puisqu'il manque notamment trois joueuses importantes, pardon. Il manque des joueuses qui seraient dans cette sélection si elles n'étaient pas boycottées. C'est Natalia Gaitán et Isabella Echeverri. Alors les deux jouent en Liga MX. Elles jouaient en Espagne et là elles sont arrivées en Liga MX à Monterrey. Donc il y en a une à Monterrey et l'autre à Tigres. Et il y a Vanessa Cordoba. Voilà, Cordoba, ce nom vous dit quelque chose si vous êtes supporter du foot argentin. Si vous connaissez le foot argentin, voilà, c'est effectivement la fille d'eux. Et en fait, les trois joueuses ont un peu, entre guillemets, pris position publiquement pour avoir plus de droits, pour que ce soit un petit peu plus égal entre les hommes et les femmes, comme on a pu le voir par exemple aux États-Unis. Et depuis, elles ont été un petit peu boycottées, vétoisées. On leur a dit, bon, bah voilà, merci mesdames. Suivante, donc, à la colombienne, quoi. C'est-à-dire que voilà. d'un côté, vous avez les internationales américaines, hein, les États-Unis, qui font pression auprès de leur fédé pour obtenir les mêmes primes que les hommes. Elles finissent par les obtenir. Les colombiennes font cette pression-là. On leur dit, bah écoute, salut. Voilà. Ouais, donc c'est quand même tu vois, c'est en plus il y a ça parce que c'est trois joueuses qui seraient allez, au moins un minima dans le groupe. Donc la Colombie, elle se tire un peu une balle dans le pied aussi en ne les sélectionnant pas. Voilà. Donc c'est difficile pour moi de dire si oui ou non la Colombie peut faire comme les hommes et gagner en 2001. Je pense qu'elle a de quoi passer les phases de groupe, ça oui. Oui, d'autant que son groupe, hein, je vais le remontrer, mais enfin voilà, c'est pas. Voilà, le Chili va être un candidat assez sérieux. L'Équateur, Paraguay et Bolivie, ça semble quand même un peu plus compliqué, même si Paraguay, ça bosse pas trop mal, je crois. Voilà, donc bon, à voir. Bah, après, j'espère qu'elles ne feront pas comme les U17 là, aux Jeux bolivariens, puisque les Colombiens, pareil, c'est en Colombie. Hein. Les U17 colombiens ont perdu et contre le Paraguay et contre la Bolivie à domicile. Donc j'espère qu'elles ne feront pas pareil. Mais voilà, après, c'est difficile pour moi de te dire si oui ou non elle peut. Il y a un grandissime favori qui l'est à chaque édition. Ouais. Voilà, après, on ne sait jamais. Et tiens, je vais en profiter puisqu'il est là. Je ne sais pas s'il est dans le coin. Marcelin, ça en parle au Brésil ou pas ? Pour l'instant, non. Je pense que si ça commence vendredi, peut-être que vendredi, il y aura des articles pour présenter un petit peu la
la compétition et l'équipe du Brésil, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en parler. C'est Ouais, vraiment au dernier moment. Et on est dans le même parallèle qu'avec les garçons, c'est-à-dire que les Copa América sont un peu plus anecdotiques que les Coupes du Monde, Bah oui, beaucoup plus. surtout quand Oui, tu les gagnes ouais, tout le temps, c'est quoi. c'est comme avec les garçons, quoi. Je pense que le rapport est le même, même si t'as un peu plus, oui, de chances de titre pour la sélection féminine en Copa América. Coupe du Monde, c'est compliqué d'aller même en finale, mais c'est vraiment, oui, la Coupe du Monde qui compte et c'est à peu près tout. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, en tout cas, ça démarre vendredi en Colombie. Oui, On est d'accord, Baptiste, hein, pour la comparaison garçon-fille, qui est pas la même, hein. Le rapport de force n'est pas le même aux US que dans bien d'autres pays, d'ailleurs. Dans bien d'autres pays. On apprend ce qui nous dit que au Mexique, elles ont peut-être une chance de gagner un iPad si elles sont championnes, hein, puisque les joueurs des Rayados ont eu un iPad quand elles ont été championnes. C'est pas mal un iPad, hein. On se souvient de celle, j'ai mangé le nom du club, l'Atlético Huila, qui avait gagné la Libertadores, hein, c'est ça, Pierre? exactement. Avec leur prime qui a été menacée d'être reversée aux garçons, si je me rappelle bien. C'est ça, ouais. C'est pour ça que c'est très très controversé le foot féminin. Je pense qu'il y a beaucoup de, ils le peuvent pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants de clubs qui aimeraient bien se débarrasser entre guillemets de leur section féminine et qui peuvent pas le faire tout simplement parce que là pour le coup ça ferait vraiment tâche. Mais voilà, c'était ouais, le président de l'époque qui menaçait, qui disait bon les filles vous avez gagné la Libertadores, merci, on va renforcer l'équipe masculine. Voilà. Et on se souvient aussi que personne n'est épargné, hein. On se souvient que Santos avait un temps fermé sa section féminine pour pouvoir payer Neymar, le salaire de Neymar. Bref, Voilà. voilà, c'était il y a 10 ans, donc. Juste Ouais, vas-y. Ouais, juste deux petites, enfin trois petites informations pour être complet. Je parlais de Catalina Ousmé, la meilleure buteuse de la dernière Copa América. Pour la petite parenthèse, elle a eu l'occasion de signer en France à 2 reprises. Je sais qu'il y a un club français qui l'a contacté, mais elle a dit non. Elle a refusé. Mais de D1, du coup, de Division 1 féminine, il y aura 2 joueuses à suivre. La capitaine de la sélection chilienne, une sélection qui te tient à cœur, Nicolas, même si tu refuses de Je suis pas chilien, l'admettre. mais c'est une légende. Voilà. Christian Endler, évidemment, qui vient de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions féminine, qui joue à l'Olympique Lyonnais. Et la deuxième, c'est une Brésilienne, évidemment, Luana, qui joue au PSG. Et il y aura 11 trios arbitraux dans cette Copa América. Alors, chaque pays va envoyer un trio. Et il y aura également un trio arbitral européen, ibérique, pour être plus précis, puisque Sandra Brás, la portugaise, sera nommée arbitre central avec son assistante Andrea et Catarina Ferreira da Sousa, qui est elle aussi portugaise, et son deuxième assistante Rita Cabanero Mompo, qui elle est espagnole. Voilà. Et ben voilà, donc en Voilà. tout cas, ça démarre, on le disait, vendredi. C'est en Colombie, vous l'avez vu, sur 3 stades. On va évidemment y jeter un coup d'œil. On va évidemment suivre ça avec intérêt. On va rappeler que ça fait quand même, il y a un développement, hein. Alors ça avance jamais assez vite, vraiment. Mais ça avance quand même. Le fait que cette compétition soit traitée de la même manière qu'une Copa América masculine, ils n'ont pas créé un... C'est des détails, mais ça ne sont pas, hein. On se souvient, Marcelin, on avait assisté à les conférences de la FFF dans un festival rennais où ça avait fait un petit peu débat, ces histoires-là. On ne crée pas des comptes parallèles, par exemple Copa América féminine. Non, non, c'est le Copa América. Voilà, c'est vendu par la CONMEBOL de la même manière qu'une compétition masculine ou que n'importe quelle autre compétition du continent. On rappelle aussi en parallèle que, par exemple, la Copa Libertadores féminine est diffusée gratuitement par la CONMEBOL. La bise à la Fédération française de foot encore. Bref, voilà, il y a quand même... Ça va jamais assez vite, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a des pays qui font avancer les choses aussi à leur échelle locale. On évoquait le Chili, tu évoquais Endler. Elle n'est pas la seule, mais elle est un des fers de lance avec cette sélection de la cause féminine au pays qui se dote d'un championnat pro, etc., etc. Donc c'est à suivre. Ça démarre vendredi, je le disais, et voilà, ça va être intéressant à suivre, forcément. Et on verra si quelqu'un peut venir s'attaquer au Brésil. Romano, est-ce que c'est diffusé en France? Alors, comment te dire?
En France, on Non. diffuse on diffuse rien de sud-américain. Un peu la Copa América cachée sur des plateformes internet, sauf la finale. Donc alors imagine la place du football féminin et une Copa América féminine, non. Il va falloir se tourner vers des petits streams parce que ailleurs ça va être diffusé. Pierre le disait, c'est Win qui diffuse. En Colombie, donc voilà. Voilà. Exactement. IPTV Voilà. ou stream, voilà, on n'a rien dit, mais on l'a dit quand même. Il n'y a pas le choix en Voilà. même temps si on veut suivre la compétition. 23h, 2h du matin pour les phases de groupe. Voilà, il y aura 2 matchs. Heure française, évidemment. Ouais, voilà. Bah C'est- écoutez, voilà. Voilà. Copa América ça- féminine. Oui, Et Pierre. ça commence par un Bolivie-Équateur vendredi. Et ben voilà. Bolivie-Équateur vendredi. Et donc ça démarre vendredi, ça dure jusqu'au 30, c'est ça? C'est ça, 30 juillet. J'ai eu peur de me tromper un instant avec l'Euro féminin qui démarre mercredi, lui. Donc voilà, les deux compétitions vont se suivre en parallèle. C'est assez intéressant de les voir se suivre en parallèle. Donc voilà, et il y a un Brésil-Argentine samedi, nous dit Ibra. Donc voilà, profitez-en, essayez si vous pouvez trouver quelques streams de voir. Et vous allez voir que ça avance aussi un petit peu en Amérique du Sud. Voilà, on arrive au bout de ces news de la semaine. On en a fait le tour. On va pouvoir passer justement, on était en train de parler de combat pour l'égalité. Eh ben, vous allez voir qu'avec le dossier, on va continuer dans cette direction. Ouais, c'était long les news, mais c'est pas grave. On avait prévu sur la Copa América de passer un peu de temps et la partie africaine, il y avait du lourd. Il n'était pas là la semaine dernière, PM, donc fallait rattraper un peu de retard aussi. Puis il y avait de l'actu. On va passer au dossier de la semaine, un dossier là aussi où il est question de lutte pour l'égalité, puisqu'il va être question d'homophobie et de football au Brésil. Et pour cela, on va donc en discuter avec Marcelin. Alors, le point de départ de tout cela, Marcelin, c'est une déclaration. Hein, c'est en quelque sorte le coming out qui a été fait par Richarlison. C'était dans un podcast pour la Globo. Je regarde ma feuille parce que je ne vais pas déformer sa citation. Il a expliqué, il a dit dans ce podcast-là, c'est un podcast justement dont le sujet principal, si tu me corriges si je me trompe, qui est en plusieurs épisodes et qui est justement consacré à l'homophobie dans le football. Hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà. Et donc Richarlison a déclaré: j'ai eu des relations avec des hommes et avec des femmes. Demain, on va retrouver cela dans les infos. On va retrouver dans les infos que je suis bisexuel, mais le plus important, la question de l'homophobie ne va pas changer. Cette question-là qu'il ouvre concrètement avec cette déclaration et avec cette série de podcasts, elle a fait réagir, elle fait pas mal réagir. Et justement, Marcelin, avant que l'on s'intéresse aux conséquences et à la façon dont la lutte contre l'homophobie est menée au Brésil, on va quand même poser un petit peu le décor. On va essayer de rappeler qui est Richarlison. Alors, c'est un milieu de terrain qui a joué au milieu des années 2000, milieu 2010, qui était aussi le frère d'Alexandro, l'avant-centre, qui a joué dans plusieurs clubs du Brésil. Et Richarlison, lui, il a joué surtout à Sao Paulo, où il gagne le mondial en 2005, il fait le triplé du Brésilien en 2006-2008. Cette année-là, il fait 2 sélections avec la Seleção. Après, il a eu aussi un beau passage à l'Atlético Mineiro et il a pris sa retraite l'année dernière. Et donc voilà, là vous le voyez avec le maillot de la Seleção, vous le voyez aujourd'hui justement dans cette série de podcasts. Donc Richarlison, le décor est planté. C'est quand même pas un joueur lambda, hein, clairement pas. C'est un joueur qui, tu le disais, a un palmarès, a une histoire, hein, véritablement. Il a donc fait son coming out dans ce podcast de la Globo. Mais en fait, ce garçon-là, ça fait quand même un paquet d'années, un bon moment, qu'il est quand même victime d'actes et de déclarations très clairement homophobes. Il l'a vécu presque quasiment toute sa carrière. Oui, il a été accusé, entre guillemets, même si c'était des accusations au final, d'être homosexuel à partir de 2007. Donc, il va toujours le nier tout au long de sa carrière. Mais à ce moment-là, dans la presse, on dit qu'il y a un joueur de Sao Paulo, enfin d'un club de Sao Paulo, qui est prêt à faire son coming out. Et par contre, les dirigeants du club et son agent le déconseillent de le faire. Et donc, la presse cherche un petit peu à savoir qui c'est. Donc, ils vont demander, par exemple, à José Cirillo Junior, qui est un dirigeant de Palmeiras, s'il s'agit d'un joueur de Palmeiras. Et on va écouter justement sa réaction.
Il y a un joueur homosexuel qui va l'annoncer à la télévision ce dimanche soir. Il va assumer son orientation sexuelle. Chacun la sienne, les choses continuent. On parle d'un joueur de Sao Paulo. C'est un joueur de Palmeiras, Cirilo? Ah, Richarlison a failli jouer à Palmeiras. Son agent... Oh, vous avez dévisé votre frappe là. Voilà, il a un peu dévissé sa frappe, on entend les petits rires moqueurs un petit peu. En fait, clairement, c'était le manager de Palmeiras, je crois. Il a clairement exposé Richarlison à tous les commentaires à ce moment-là. C'est un dirigeant, alors je ne sais plus si c'était le directeur sportif ou quel était son rôle exactement, mais en tout cas, oui, il représentait le club et oui, il balance son nom. Donc, Richarlison va l'attaquer en justice. Mais après, c'est ce qui est le plus terrifiant, c'est que le juge va classer l'affaire en justifiant le football est un sport macho, viril, pas homosexuel, entre guillemets évidemment, et conseille aux joueurs homosexuels d'abandonner les terrains de foot. Et il dit aussi qu'en fait, un homosexuel, ça nuirait à l'équilibre de l'équipe. Donc ça, c'est le juge qui dit ça, même si après, il va être condamné pour ces propos-là. Mais ça montre l'importance de l'homophobie au Brésil. Et en plus, ça va avoir un impact effectivement sur la carrière de Richarlison, puisque cette année-là, il est dans l'équipe type du championnat, donc pour dire que c'est vraiment un très bon joueur. Et pourtant, la Torcida Organizada de São Paulo, Independente, le nom de la Torcida, à partir de ce moment-là, va refuser de scander son nom. Et il en parle aussi dans le podcast. Il disait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Ces erreurs étaient condamnées x5 par rapport à celles des autres joueurs. Ça va toucher aussi d'autres supporters, puisqu'en 2011, il y a des rumeurs qu'il envoie à Palmeiras, même le transfert est quasiment fait. Et la Mancha Alviverde, donc une autre Torcida Organizada, va afficher une banderole où c'est mis l'homophobie s'habille en vert. Donc, il refuse d'avoir Richarlison dans l'effectif. Donc, on retrouve cette homophobie au niveau des supporters, mais aussi au niveau des dirigeants, puisque en vacances, il va s'afficher avec une coupe de cheveux donc, qui était celle de Ronaldinho, donc rien de très extravagant. Mais comme c'était Richarlison, ça posait problème au président de São Paulo, qui va appeler l'agent de Richarlison pour lui dire qu'il ne peut pas revenir à l'entraînement avec les cheveux longs. Donc on voit que malheureusement, ça touche tout le monde. Ouais, et alors on pourrait se dire, précision, attention, tu me fais un peu peur Ibra, c'est pas le Richarlison actuel, c'est un Richarlison avec un Y, on parle d'un garçon qui jouait il y a plus d'une dizaine d'années, c'est lui, c'est pas le Richarlison, c'est Tottenham qui vient de casser sa tirelire, je crois, pour lui. Oui, ouais. Ah, c'est ça, c'est pas lui. 80 millions, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bon, bref, autre débat. C'est un autre Richarlison. Il n'empêche que, alors tu le disais, voilà, il a été victime de tout cela. Ça aussi, il a été victime, ça a impacté sa carrière. On pourrait se dire, très bien. On pourrait se dire, ouais, mais c'est de l'histoire ancienne, c'est bon, c'est oublié, on est passé à autre chose, c'est pas le siècle dernier, mais vous comprenez, c'est la fameuse phrase du contexte. C'était un autre contexte. Très bien, on va le dire. Oui, en fait, sauf que non, en fait, pas vraiment. On sait que tu l'as dit, le juge l'avait dit, et nous, on l'a dit, on l'a évoqué dans un podcast justement qui était dédié au football féminin au Brésil. La société brésilienne est très machiste, elle est très violente aussi et surtout. On va rappeler quand même, c'est un chiffre que tu m'avais noté, que le Brésil est le pays où il y a le plus de morts violentes d'homosexuels, 320 en 2021. 320, je ne sais pas si vous imaginez ce chiffre. C'est voilà, c'est hallucinant. Bref, c'est un pays extrêmement brutal avec les homosexuels, et l'homophobie, elle n'a clairement pas disparu. On ne peut pas en parler en disant oui, c'était une autre époque. Elle est toujours très présente dans les stades, Marcelin, et elle est présente dans des détails qui, au final, n'en sont pas. Ces détails-là, on va les évoquer, ce sont les maillots. Oui, parce que en fait, quasiment aucun joueur brésilien ne porte le numéro 24. Même en Europe, vous pouvez chercher. Le Brésilien ne porte pas le numéro 24, puisqu'au Brésil, ce numéro est associé à l'homosexualité. Donc, ça vient du jogo do bicho, donc qui est la loterie illégale, qui en fait associe un numéro à un animal, parce que c'est né dans un zoo de Rio.
Et le 24, c'est la biche, donc qui est aussi associé à l'homosexualité. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun joueur brésilien qui porte le numéro 24 au Brésil, au Brésil ou en Europe. Ça avait fait débat d'ailleurs lors de la Copa América 2021, où maintenant il y a plus de 23 joueurs convoqués. Avant, ça ne posait pas de problème. Maintenant, là, il y en avait 24 en 2021. Et Douglas Luiz avait le numéro 25, mais sinon, il n'y avait pas de numéro 24. Donc après, ils sont sortis en disant que c'était jusqu'au 28, je crois, ils pouvaient prendre des numéros et personne ne voulait prendre le numéro 24 sans préciser pourquoi. Mais on voit que ce 24 est banni, même en Copa Libertadores où là, la numérotation est suivie, donc ils ont pas le choix. Mais du coup, ce qui est fait, c'est que c'est le troisième gardien qui va récupérer le numéro 24, celui qui est le moins susceptible d'entrer en jeu. J'en avais parlé dans le mag sur l'année 2012 où Cassio a le numéro 24 parce qu'en début de compétition, il est troisième gardien, il finit premier gardien. Mais voilà, c'est pour dire que on porte pas le numéro 24 au Brésil. Et d'ailleurs, en 2020, le Colombien Cantillo, quand il signe au Corinthians, il veut garder son numéro 24 et la direction va refuser. Ils vont lui expliquer que c'est pas possible. Lui, il va le dire après en interview. Ils m'ont dit que c'était pas possible. Et lors de la présentation, il y a un directeur du club qui va dire ici, il n'y a pas de 24. Donc, il le dit en rigolant, mais c'est une blague homophobe. Et en plus, c'est dommage, ce directeur, c'est Duilio Monteiro Alves, donc le fils d'Adilson Monteiro Alves. Le nom peut parler à certains parce que c'est l'une des grandes figures de la démocratia corintiana. Mais on voit que il y a le 24, en fait, c'est pas possible. Même si avec l'affaire Cantillo, ça va faire, on va en parler dans la presse et il va être autorisé à utiliser ce numéro 24. Et on voit, hein, le diable se cache toujours dans le détail. C'est bien le Cassio de Corinthians dont il était question avec le numéro 24. Vous voyez comment voilà, le moindre petit détail prend d'autres sens et des sens souvent assez terribles. Alors, voilà, on avait déjà parlé, par exemple, dans d'autres pays, on avait vu un exemple qui a fait le tour du monde, qui vient d'Australie encore, hein, décidément, Baptiste, il est dans le chat, il doit kiffer, avec Joshua Cavallo, qui a fait son coming out, c'était l'année dernière, il me semble, et lui, il l'a fait soutenu par son club, il y a eu toute une campagne derrière par Adélaïde, et par la ligue australienne, on a vu les répercussions mondiales que ça a eu, puisqu'il est devenu un symbole un petit peu ce jour-là, puisque lui, il l'a fait en étant en activité, hein, il est tout jeune, Josh Cavallo. On est en train de dresser un bilan très très sombre du Brésil. On a la sensation que voilà, il n'y a rien à faire, qu'on est un petit peu résigné là-dessus. Mais quand même, il y a des choses, il y a comment dirais-je, des actes et des actions qui essayent de changer les choses, hein, Marcelin. Ouais, parce que dans la foulée de l'affaire Cantillo, il y a le club de Bahia donc, qui historiquement a lutté contre les préjugés raciaux. Donc c'est un club de Salvador où il y a eu énormément d'esclaves. Et Bahia, dans son histoire, a lutté justement contre le racisme. Et ils vont lancer la campagne Número de Respeito pour encourager leurs joueurs à utiliser le numéro 24. C'est ce que va faire Flavio à Bahia. Et il va être suivi par d'autres clubs. Il y a notamment Néné au Fluminense et Gabigol au Flamengo qui vont aussi porter le numéro 24, même si cette campagne a lieu 2 jours seulement après le décès de Kobe Bryant, donc qui portait aussi le numéro 24 en NBA. Et donc, il y avait l'idée d'un double hommage, un petit peu comme s'il fallait une autre raison que la lutte contre l'homophobie pour porter ce numéro 24. C'est un petit peu plus accepté finalement avec le décès de Kobe de porter ce numéro-là. D'ailleurs, les joueurs après l'ont pas gardé, c'est vraiment pour marquer le coup entre guillemets. Mais il y a quand même eu je pense, des progrès, on va dire. Il y a par exemple le Sao Paulo et le Corinthians aussi qui ont soutenu Richarlison après sa déclaration des derniers jours. Et puis il y a Vasco aussi qui a fait plusieurs campagnes contre l'homophobie. Il y a eu le maillot avec la bande traditionnelle du club qui était aux couleurs de l'arc-en-ciel, le drapeau aussi pour les poteaux de corner. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, hein, parce que là, je mets une photo où c'est Vasco, mais il y a d'autres exemples, d'autres clubs qui l'ont fait, mais après, c'est une parenthèse, c'est quand même pas anodin de voir des clubs comme Bahia, tu disais, ou Vasco s'engager dans ce type de cause.
Oui, oui. D'ailleurs, en fait, est-ce qu'à la limite, mais sinon, oui, il y a eu d'autres clubs qui ont suivi, Flamengo, Fluminense aussi, ils ont fait les flocages aux couleurs arc-en-ciel. Mais c'est vrai que Bahia, Vasco, ce sont des clubs qui ont lutté contre le racisme. Et ce qui est encourageant, on va dire, c'est que les supporters des Torcidas Organizadas du Vasco, donc en opposition à ce qu'on a vu dans les années 2000 avec Sao Paulo ou Palmeiras, ont publié un communiqué pour dire que cette lutte contre l'homophobie était à placer finalement au même niveau que la lutte contre le racisme. Donc, ils ont rappelé le rôle du Vasco dans ce combat-là et que le combat contre l'homophobie était également à effectuer. Donc, on voit que même au niveau des supporters, ça commence à changer si on va être optimiste. En tout cas, ces supporters-là restent dans l'esprit de leur club, dans le sens défendre la lutte contre les discriminations, parce que c'est une lutte contre les discriminations. Très clairement, là, je montre l'exemple du tifo arc-en-ciel. C'est avec des fumigènes qui a été fait par les supporters de Vasco. Vous voyez au premier plan le drapeau avec la bande latérale, la diagonale couleur arc-en-ciel. C'était un peu comme ça qu'était le maillot, d'ailleurs, que portait Vasco à ce moment-là. Voilà, on voit des clubs qui font bouger les choses, on voit des actions qui sont encourageantes quand même, mais on a quand même l'impression que le chemin va être long. Oui, on en avait parlé aussi dans le podcast sur le foot féminin. Il y a parfois le sentiment de faire 3 pas en avant et puis après un pas en arrière. Donc il y a quand même du progrès, mais après il y a toujours des épisodes qui te font dire que non, en fait c'est loin d'être gagné et il faut continuer ce combat. Il y a par exemple Cruzeiro qui a été condamné pour des chants homophobes, mais plutôt qu'une amende à payer, c'est le STJD, donc le tribunal sportif. Ils ont mis en place des mesures que Cruzeiro doit faire, par exemple brassard de capitaine et drapeau de corner aux couleurs arc-en-ciel, faire aussi des posts sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut éduquer une partie de la population. Et aussi, on a vu Ronaldo, donc, qui est maintenant le président du club, qui a dit que les supporters homophobes n'avaient pas leur place dans son équipe. Mais il y a toujours ces insultes au stade. Et du coup, pour les homosexuels, ils ne peuvent pas s'afficher au stade. Sinon, il y a un manque de sécurité. Parce qu'on l'a dit, il y a des agressions homophobes tous les jours au Brésil, malheureusement. Et encore, au football, on associe encore le foot à la virilité, donc à l'hétérosexualité. Et finalement, ce que disait Richarlison, ça s'est avéré vrai, puisque l'info, on l'a vu même dans des médias français, qu'il avait fait son coming out. Mais après, il n'y a pas trop eu de réflexion sur l'homophobie, en tout cas au Brésil, dans les médias brésiliens ou dans les groupes. Et sur Twitter, on voit encore les mêmes commentaires un petit peu décevants. On a surtout vu, c'était connu, tout le monde le savait, ça surprend personne, mais c'est pas ça qui fait avancer le débat. Donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que le Brésil n'aurait pas besoin de son Joshua Cavallo à lui, même si tu vois, c'est pareil, tout le monde a salué le coming out d'un joueur en activité, pour le coup, parce que Richarlison n'est plus en activité. On a salué le coming out de Josh Cavallo. On a presque envie de dire que ça serait bien que ça soit pas nécessaire de devoir faire un coming out pour que les choses changent. Malheureusement, voilà où on en est. C'est pareil, est-ce que la solution serait pas finalement que des stars brésiliennes prennent véritablement le sujet à bras-le-corps? Là, je pense qu'on peut toujours attendre. Oui, ce qui n'a pas eu vraiment de réaction, je crois, de joueurs. Et c'est vrai qu'il y a un tabou des homosexuels dans le foot et aussi en fait des homophobes, parce qu'on a l'impression que les joueurs, oui, forcément, ne peuvent pas être ouvertement homophobes, même si il y en a. Et je pense que ça poserait des problèmes si un joueur en activité se déclarait homosexuel. Je pense qu'il y aura des joueurs qui refuseraient de partager le vestiaire. Et donc, c'est aussi pour ça que ça doit rester caché, puisque il y en a qui ne veulent pas partager le vestiaire avec un homosexuel. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que Richarlison a attendu d'être à la retraite pour pouvoir faire cette annonce. Ouais, et c'est un peu plus triste. Après, on le voit, c'est un combat qui est
en cours. Malheureusement, comme le dit Marcelin, voilà, cette question, nous, on se l'est un petit peu posée pour essayer justement de se poser la question sur où en est le Brésil à ce moment-là. Cette question que le Brésil, en fait, vous le voyez, ne se pose pas, hein, concrètement, au lendemain des déclarations de Richarlison. Cette question-là n'est pas abordée dans les médias. Il y a quand même cette série de podcasts de la Globo. Hein, on va voir, je sais pas, tous les épisodes ne sont pas sortis, on est d'accord. Hein. Je crois qu'il y en a 5, si j'ai bien vu. Ils sont pas tous sortis. Hein. Ouais, non, je crois que c'était l'épisode 2, il me semble. Mais non, je suis pas sûr, donc je vais pas te dire, mais je crois pas, non. Ouais, donc on va voir si ce podcast arrive à faire bouger quelques lignes. Bon, on va essayer d'être optimiste, hein, parce on s'est plombé la tête avec l'Afrique. On va essayer d'être optimiste un jour. Solé qui nous dit les choses changent trop lentement. On est bien d'accord. On va voir. En tout cas, il y a ces combats qui sont menés par Bahia, par Vasco. Il faudrait peut-être qu'un joueur vedette porte un jour le 24 aussi. Cette lutte contre le détail, elle est importante et la porte vraiment pour cette cause-là où s'engage véritablement. Bon, on va pas ouvrir le débat sur la prise de position politique des joueurs et des stars brésiliennes, parce que là, on en a pour 2 heures et on risque de pas être bien. Mais voilà, en tout cas, cette question doit être posée. Il faudrait que le Brésil se la pose. Je ne sais pas s'il se la posera. Je ne sais pas s'il aura le courage de se la poser. C'est mal barré pour. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, on a voulu la poser ce soir. Ouais, très lentement, même si pour le numéro 24, quand Gabigol l'a porté, même si c'est juste pour un match, il y a l'hommage de Kobe derrière, ça a quand même eu un impact. Et bon, je pense que oui, ça va mettre du temps, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudrait pouvoir porter le 24 sans que ça veuille dire quoi que ce soit, parce que ouais, c'est encore très, très associé. Et puis on voit aussi sur Twitter, il y a des clubs où les supporters sont accusés, encore entre guillemets, d'être homosexuels, par exemple Fluminense et Sao Paulo, et des supporters peuvent se faire insulter comme ça sans raison, juste parce qu'il y a ces préjugés qui sortent de nulle part en plus. Ouais, voilà. En tout cas, on va voir hein, jusqu'où cette lutte. Alors, on va juste, comme tu le disais tout à l'heure, espérer que on avance d'un pas, on recule de 3, ça s'arrête assez vite, qu'on puisse avancer d'un pas. Ça sera long, hein, Solé, on est d'accord dans le chat. Il y a un peu d'hypocrisie parfois, oui, mais si ça avance lentement, on peut être optimiste et se dire qu'au moins ça avance. Voilà, c'est la moindre chose que l'on peut se dire à ce sujet-là. Voilà ce que l'on voulait aborder dans ce dossier hein, sur l'homophobie dans le football brésilien, voir un petit peu les deux côtés, voir un petit peu les deux côtés de la médaille par rapport à cela. Il y a des combats à mener. Ils seront longs, mais tant que des clubs et des supporters continueront de les porter, on peut espérer aussi qu'ils arrivent finalement à faire bouger les lignes. Voilà, on va finir sur un petit peu d'optimisme quand même, hein, Marcelin, parce que sinon on va déprimer, quoi. Ouais, mais pareil, c'est ce qu'on a dit sur le foot féminin, ça avance, pas très vite, mais je trouve que ça avance quand même. Et même les propos du dirigeant de Palmeiras, 2007, c'est il y a 15 ans, c'est rien. Ouais. Aujourd'hui, je pense que personne oserait faire ça. Donc, ça avance lentement, mais je trouve que ça avance quand même. Et en tout cas, on pourrait espérer que si le dirigeant de Palmeiras que vous avez vu, ou un dirigeant quel qu'il soit, faisait ce type de remarques-là, ça n'entraînerait au moins plus les rires gras que l'on entend aussi en arrière-plan sur le plateau, signe que les choses avancent quand même, mine de rien. Je pense que ça ne pourrait plus être possible maintenant. Bref, on va voir, hein, on verra, on demandera son avis à Nelson Piquet peut-être. Je suis pas sûr. Là, on verra que ça avance pas. Voilà, on va rester là pour ce dossier. On va poursuivre, on va avancer, nous aussi. On va faire un pas en avant. On va aller du côté du joueur de la semaine. Et on va aller en Argentine pour cela. On va aller en Argentine s'intéresser à un joueur bien particulier, un joueur qui pourrait être très important cette semaine pour son club et pas que, puisque on va s'intéresser à Lucas Prato, hein, qui est revenu à Vélez et qui va affronter son dernier club argentin en date, River. Ça sera dans la semaine. Vélez a gagné le match aller 1-0. Donc est-ce que Lucas Prato sera capable d'éliminer le club qu'il a emmené au sommet? On va y revenir dans un instant.
On va donc s'intéresser à celui que l'on surnomme aujourd'hui l'ours, El Oso. Ça a été, voilà, hein, il a eu plusieurs prénoms au début de sa carrière. On l'appelait El Tanque, ensuite on l'a appelé le Chameau aussi. Ça, il aimait pas trop. Donc voilà, je le disais, il est revenu du côté de Vélez pour porter le maillot parce qu'il l'a déjà porté ce maillot de Vélez. Hein, c'était vous le voyez, il est bien plus jeune, c'était il y a 10 ans, concrètement, qu'il portait ce maillot avant de passer par le Brésil. Et voilà, on va faire un petit peu sa carrière. On va rappeler quand même que l'histoire de ce garçon a débuté à Boca, puisqu'il a été tout simplement découvert par une légende absolue de Boca, Martin Palermo. Hein, c'est lui qui l'a vu avec Defensores de Cambaceres, un tout petit club avec lequel il jouait en équipe de jeunes. C'est l'ancienne future star. C'est lui, Martin Palermo, c'est le frère de Martin Palermo qui lui a dit va voir ce garçon-là. Il l'a vu, il l'a envoyé, il a forcé Boca, il a emmené lui-même à Boca pour qu'il fasse un essai. Il a été pris. Il a brillé en équipe de jeunes à Boca, hein, puisqu'il s'est installé devant. Il est champion U18. Il marque 20 buts cette année-là. Le seul souci de ce garçon-là, vous le voyez célébrer un but avec les équipes de jeunes, hein, parce que là, c'est avec les équipes de jeunes de Boca. Le seul souci, c'est qu'il a quasiment jamais joué à Boca. Il n'a jamais eu sa chance chez les pros. Et donc, il a fait ses débuts pros dans un autre club argentin, du côté de Tigre. Et là, il commence un petit peu une carrière un peu particulière, puisqu'on est en 2007. Et il fait ses débuts pro en 2007. L'année suivante, il est en Norvège. Ne me demandez pas comment il fait pour aller en Norvège, mais il atterrit en Norvège. Il est du côté de Lille. Il y passe une saison. Il revient à Boca. Là, il joue 2 matchs, vraiment, pas plus. Et voilà. Donc sa carrière, elle décolle après un passage à Union et surtout après un passage à l'Universidad Católica au Chili, où là, franchement, il va véritablement s'installer devant. Et tout de suite, il brille en championnat, il est sacré en 2010, il s'impose l'année suivante en Libertadores, et tout de suite, il commence à signer une de ses spécialités, c'est-à-dire de marquer des buts dans les matchs qui comptent. Donc voilà, l'homme des buts importants. On le voit par exemple en Libertadores marquer des doublés face à Vélez, marquer face à Grêmio. Il se fait tellement repérer cette année-là, je crois qu'il met 6 buts en Libertadores de mémoire, qu'il va aller en Italie, au Genoa. Ça va pas forcément très très bien se passer. Et c'est donc là, l'année d'après, qu'il revient à Vélez, où là, il va véritablement passer pas mal de temps. C'est même peut-être l'endroit où il passe le plus de temps. C'est même l'endroit dans lequel il va passer le plus de temps dans sa carrière. Là aussi, toujours en marquant des buts importants, notamment dans les compétitions importantes, en Libertadores. Il va être champion, il va même terminer meilleur joueur du club en 2013 et meilleur buteur du championnat en 2014. Et donc forcément, quand vous êtes le meilleur joueur de Vélez, quand vous êtes le meilleur joueur du championnat d'Argentine en 2014, il y a un moment où vous vous faites repérer par le voisin du haut, ou les amis du monsieur qui est en dessous de moi, là, sur l'image, les Brésiliens. Et donc c'est cela, il arrive à l'Atlético Mineiro. Et là aussi, hein, je parle sous ton contrôle, hein, ça va très très bien fonctionner Prato à l'Atlético Mineiro. Il gagne le Campeonato Mineiro, il est meilleur joueur de ce championnat-là, d'entrée, 2015. En fait, il se fait pareil, toujours ce don pour marquer dans les matchs importants. Il s'illustre en demi-finale en marquant face à Cruzeiro. Alors quand tu es à l'Atlético Mineiro, si tu marques en demi-finale face à Cruzeiro, bon déjà tu te mets bien auprès des supporters. Il fait un très très bon championnat puisque le Gallo termine 2e et lui est élu meilleur joueur étranger du championnat. Donc voilà, ça y est, ça fonctionne vraiment. Il continue de marquer des buts importants, demi-finale de coupe en 2016. Il est même capitaine lors de la finale allée de cette compétition, preuve de la dimension qu'il prend au Gallo. Et l'année suivante, il va franchir un palier, enfin on pense à ce moment-là, il va aller à Sao Paulo, qui casse sa tirelire. Il me semble, pareil, je parle sous ton contrôle, Marcelin, peut-être que tu le sais. Il me semble qu'à l'époque, c'est le 2e plus gros transfert de l'Atlético Mineiro, avec c'est Bernard qui est juste au-dessus. Puisque Sao Paulo acquiert 50% des droits, et je ne sais plus combien il paye, 6 ou 7 millions, quelque chose comme ça. Il va à Sao Paulo. Et là, Sao Paulo, il est meilleur buteur de l'équipe, mais il est un petit peu plombé par des blessures. Et c'est là, après Sao Paulo, que River vient le chercher. Et donc là, forcément, je vous ai mis l'image iconique de Prato à River, puisque c'est l'homme de la Libertadores 2018. Il est buteur à l'aller et au retour en finale. Toujours les matchs importants. La finale, c'est face à Boca, toujours les matchs essentiels. c'est un véritable don avec cette célébration, El Modo Oso, qui est sa célébration. Donc voilà, Lucas Prato, en fait, c'est un joueur qui compte.
je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est le joueur qui compte par les statistiques, mais surtout par sa capacité à être important dans les grands matchs, à être important dans les moments qui comptent. C'est-à-dire qu'il va pas mettre des quintuplés contre l'avant-dernier du championnat, mais il va vous mettre un but en demi-finale qui vous envoie en finale, ou etc. etc. Je sais pas, Marcelin, au Brésil, tu as quelques souvenirs de Prato à l'Atlético Mineiro notamment, et de la trace qu'il a laissée, ou pas vraiment? Ouais, si, bah, l'Atlético Mineiro et puis à Sao Paulo aussi. Et c'est vrai que il fait des très belles saisons. Et même pendant un moment, il y avait un mouvement des supporters pour qu'il soit même naturalisé brésilien, pour qu'il puisse jouer en Seleção, parce qu'il n'avait pas joué encore avec l'Argentine. Donc ça montre que oui, il était très important. Même si, bon, 2015, on sort de la Coupe du Monde 2014, où tu n'as pas forcément beaucoup de choix en tant qu'avant-centre. Mais bon, ça montre quand même que pour que les Brésiliens ils veulent un Argentin titulaire en CSAO, qu'il s'est très vite imposé au Brésil. Et ça répond à ta question. C'était pas du pipeau le fait qu'il ait voulu être naturalisé brésilien pour jouer avec la Seleção. Ouais, il a marqué contre son ancien club, surtout avec cette rivalité. Après, il a jamais eu ses chances véritablement à Boca, et puis voilà. Et justement, là, il peut marquer encore contre son ancien club. On va rappeler quand même, je le disais, il marque en finale aller, en finale retour en 2018. C'est lui qui égalise à chaque fois. C'est lui qui met le deuxième but, celui de la Virada, hein, comme diraient les Brésiliens, face à l'Atlético Paranaense en Recopa. Il marque à la 90e minute. L'Atlético Paranaense avait gagné 1-0, je crois, à l'aller. Ils perdent de 3-0 au retour, mais le deuxième but, le but du 2-0, c'est Prato, celui qui donne, entre guillemets, le titre à River. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a compté et qui a finalement eu deux pays dans lesquels il a compté, c'est l'Argentine et le Brésil, parce qu'à la surprise générale, en 2021, on l'a vu partir à Feyenoord. J'avoue que c'était un peu la surprise générale. Celle-là, on l'avait pas vu venir. Prêté 6 mois par River. Bon, pareil, malheureusement pour lui, il s'est lourdement blessé. Hein, fracture du péroné, arrachement des ligaments de la cheville, je crois. Donc, il a quasiment pas joué avec Feyenoord. Et c'est pour cela qu'il est revenu cette année à Vélez. On va mettre une image plus récente. Voilà, de Lucas Prato. La question donc, et c'est un petit peu la crainte de tous les supporters de River, il sera de retour au Monumental cette semaine. Est-ce qu'il va continuer de martyriser ses anciens clubs? Est-ce qu'il va continuer de martyriser surtout les équipes qu'il affronte dans les matchs les plus importants? Réponse en milieu de semaine. En tout cas, voilà, c'était le focus que je voulais faire sur Lucas Prato. On aurait pu en faire un autre sur quelqu'un qui, je crois, a joué son dernier match au Brésil ce week-end. On aura peut-être le temps d'en parler. Le joueur préféré de Marcelin Chamois. Tu vois de qui je parle, hein? Ouais, il lui en reste un, il y a encore le match de ce week-end. Eh ben voilà, donc on fera ça plus tard. Pas forcément. Pas forcément. Voilà, c'est Fred, hein, si vous ne le savez pas dans le chat. Voilà, exactement. C'est Fred. Mais justement, on évoquait Fred, ben on va évoquer quelque chose qui est bien plus cher au cœur de Marcelin. Ça va lui redonner le sourire. On va arrêter de chambrer. On va parler de ce fameux maillot jaune qu'il est en train de porter, puisqu'on va évoquer l'histoire du maillot jaune de Flamengo. Et justement, je vais te mettre en gros plan pour qu'on voit ce beau maillot jaune que tu portes. Tu avais évoqué dans un 9-10 précédent, hein, le fameux Papagaio de Vintem, hein, de Flamengo, ce maillot avec non pas les rayures, mais le quadrillage. On va appeler ça comme ça, un gros quadrillage rouge et noir, hein, les deux carrés. Hein. Enfin, il y en a 4, 2 et 2. Rouge et noir, maillot porté au moment de l'ouverture de la section foot du club. On rappelle que Flamengo est issu d'un club d'Aviron, qu'au départ, Flamengo n'a pas eu le droit de porter les couleurs du club d'Aviron, d'où ce fameux maillot. Tu l'avais expliqué, hein, que ce maillot-là, ce fameux Papagaio de Vintem, est très fortement connoté comme un maillot qui porte la poisse. on peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre maillot. On va oublier le rouge et noir, justement. On va évoquer une autre couleur, celle que tu portes actuellement, cette couleur jaune, en commençant par rappeler, peut-être que les gens ne le savent pas, que Flamengo n'a pas toujours joué en rouge et noir, parce que là, dans ton cas, c'est un maillot, c'est le 3e maillot, c'est ça? Oui, ouais. 3e maillot, mais il y a eu un temps où Flamengo n'a pas joué avec un 3e maillot jaune.
Oui, donc le club, donc le Grupo de Regatas do Flamengo a été fondé comme club d'aviron le 17 novembre 1895 et les premières couleurs du club sont donc le jaune et le bleu. Pourquoi? Parce que le jaune correspond à l'or et le bleu à la baie de Guanabara, donc c'est là où avaient les épreuves d'aviron. Donc ça va être en bleu et jaune, sauf qu'avec le soleil et puis l'eau salée de la mer, les maillots se détériorent rapidement. Et comme ça coûte cher de les importer depuis l'Angleterre, ils vont changer de maillot. Et en plus, toujours sur cette malédiction du maillot, à l'époque, Flamengo subit la domination du Botafogo dans les compétitions de régate. Et les supporters adverses, pour se moquer du jaune doré de Flamengo, appelaient Flamengo le club de bronze, en opposition à son maillot, et puis pour rappeler les mauvais résultats du club. Donc le 23 novembre 1896, donc un peu plus d'un an après la fondation du club comme club d'aviron, Nestor de Barros, qui était l'un des fondateurs du club, change les couleurs pour le rouge et le noir, qui étaient déjà présents en fait, sur le drapeau du club lors de la fondation en petit, et donc ça devient rouge et noir bien avant qu'il y ait le club de foot. Ouais, et concrètement, hein, vous le voyez à l'image. En gros, concrètement, le jaune et bleu disparaît totalement de Flamengo. Et ce maillot jaune va même lui aussi complètement disparaître pour réapparaître finalement vers la fin du XXe siècle, hein, concrètement, avec là aussi quelques histoires de malédiction. Oui, donc il va y avoir un premier troisième maillot qui va être lancé par Umbro en 97 avec du rouge, du noir, mais aussi un peu, du bleu surtout, un peu de jaune, toutes les couleurs initiales du club. Ce maillot va être mis en vente et finalement il n'est pas approuvé par le conseil du club, sûrement à cause de la tête du maillot. Et donc Flamengo va jamais jouer avec. De quoi? Ouais, je n'ai pas mis le visuel, mais vous pourrez googler, il ressemble à rien. Il est pas très beau. Tu l'as pas celui-là? Non, celui-là, bizarrement, tu vois, j'ai pas eu le temps de l'acheter. Ensuite, le bleu et jaune va être remis au goût du jour par Olympiacos, donc un équipementier qui signe avec Flamengo en 2009. Donc, c'est l'année suivante. Ils vont profiter de la Coupe du Monde pour sortir un maillot jaune et bleu, sauf qu'il va être très mal reçu par les supporters. Flamengo joue seulement 2 matchs à l'extérieur, parce que là, ils avaient été interdits de jouer à Rio avec ce maillot. Il y aurait un match nul contre Victoria, donc avec une passe d'Adriano pour un but de Wagner Love, donc pour dire que Flamengo a changé aussi en 10 ans, et même un peu plus. Et il y a aussi une défaite 1-0 contre le Corinthians. Et donc c'est une saison qui est vraiment difficile pour clubs qui finissent 14e. Et ce maillot va être surnommé Tabajara. Et en fait, c'était le nom d'un club de football, d'un groupe d'humoristes qui s'appelait Caseta et Planeta. Et sauf que c'est le Tabajara, en fait, ils avaient pris l'inspiration d'Ibis. C'était un club qui gagnait jamais rien. Et donc, comme Flamengo était en difficulté lors de ce championnat, le maillot va être surnommé Tabajara et il est très peu apprécié par les supporters. Et donc, le maillot que j'ai, c'est celui de 2017. Donc, c'est Adidas qui le lance. Et là, ils font un concours où les supporters peuvent dessiner le maillot. Et ensuite, il est choisi par un vote. Donc, c'est un supporter de 19 ans qui gagne ce concours. Et donc, son idée, en fait, du bleu et du jaune ici, c'est de représenter les sièges du Maracana quand le Maracana est vide, donc avec les deux nuances de bleu. Et c'est un maillot qui, là, pour le coup, va être très bien accepté, très bien vendu. Donc, c'est un succès, au moins dans les boutiques. Sur le terrain, il commence avec une victoire 2-1 sur Coritiba. Sauf qu'ensuite, il va être utilisé 4 fois en 2017. Il va y avoir 3 défaites dans le Brasileirão, donc contre Santos, Ponte Preta et Coritiba, donc pas non plus les plus grosses équipes du championnat. Et il y a aussi une élimination au tir au but contre Paraná, donc là aussi pas un cadre en Primera Liga. Donc ça va relancer la malédiction du troisième maillot. On n'est pas du Papagayo de Vintem qui a été ressorti en 95 et je crois qu'il y avait eu 9 matchs et aucune victoire. Et donc avec le troisième maillot, Flamengo de 1995 à 2014, ils vont gagner seulement 5 de leurs 31 matchs joués avec un troisième maillot. Après, ça va mieux en 2015 et 2016, mais ce maillot jaune relance un peu la malédiction
Et il est utilisé une dernière fois en 2018 dans le championnat Carioca contre Macaé et Flamengo perd 1-0. Donc voilà, on continue dans la malédiction du maillot. Et là, Pierre, qui est dans le chat, est en train d'espérer que Flamengo sorte un 3e maillot pour jouer Tolima cette semaine. Il n'y aura pas le temps, Et petite question qui n'était pas prévue, tu parlais justement des manches qui évoquent les sièges bleus et jaunes du Maracana. La couleur bleu-jaune des sièges, elle est fortuite ou l'idée est la même qu'à l'origine du maillot de Flamengo? Est-ce que tu sais ça? Je ne sais pas ça. Je vais regarder pourquoi il y a un jaune et bleu, parce qu'en plus, c'est vrai que ça pourrait aller ça dans le ressemble sens pas trop. ciel, soleil et plage, quoi. Enfin, tu vois. Ça pourrait, ouais, parce que c'est vrai que le jaune et bleu, quand on le voit comme ça ressemble pas au Brésil et au Maracana, même s'il y a eu des sièges bleus aussi avant. Je regarderai du Et coup ben voilà, réponse pourquoi ils ont fait réponse cette bientôt. couleur. Et Solé a vu l'immondice de 97. On n'a pas envie que ce stream soit interdit au moins de 18, donc je ne l'ai pas mis. Et on va peut-être se cotiser pour essayer de l'offrir à Marcelin s'il perd un pari pour qu'il doive le porter. Bon, après, ça reste un maillot Flamengo, hein, je le porte quand même. Ouais, Il y c'est a vrai, pire c'est comme pari. Il y a pire, il y a pire. Et voilà, alors on évoque, tout justement, tu évoques à travers ce maillot jaune la malédiction des 3e maillots de Flamengo. Ce maillot jaune, la couleur jaune quand même, n'est pas tout le temps synonyme de malédiction. Il y a un endroit où il a meilleure place finalement pour ce maillot, pour ce jaune-là, c'est dans les buts, avec une histoire, là pour le coup, bien différente. Oui, donc là, c'est un maillot jaune et noir, mais ça va être utilisé en fait par le gardien. Donc d'abord dans les années 70, il y a par exemple Renato ou Cantarelli après qui vont l'utiliser, mais c'est surtout Raúl Plasman qui va le populariser, notamment avec la victoire contre Liverpool en finale de la Coupe intercontinentale 81. Et c'est aussi Raúl Plasman, le premier gardien au Brésil, c'est sûr. Dans le monde, je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu, je n'ai pas trouvé, mais à jouer avec un maillot différent du noir ou du gris, puisque c'est à ses tout débuts au Cruzeiro en 65, donc ça commence à remonter. Ouais, et justement, tu l'as interviewé, Raúl Plasman, et vous allez écouter, on vous a sous-titré ça, vous allez pouvoir vous poser tranquillement et écouter ça, parce que cette histoire de maillot jaune, là vous le voyez sous les couleurs de Flamengo avec le maillot jaune, c'est en finale de l'Intercontinental en 81, il va en être question. Écoutez bien, avec quelques anecdotes assez croustillantes au sujet du maillot jaune. Quand j'ai commencé à jouer à Cruzeiro, personne ne donnait son maillot. Personne n'échangeait son maillot. Tu donnais ton maillot à laver et on te le rendait. Tu jouais 2 ou 3 ans avec le même maillot. Quand j'ai joué mon premier match avec Cruzeiro, le gardien titulaire était très petit et j'allais utiliser son maillot. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des centaines de maillots. À l'époque, il n'y avait que ça. Je ne rentrais pas dans son maillot. J'ai fini par prendre un sweatshirt en molleton, un vêtement contre le froid qu'utilisait l'arrière-gauche Neco. Il m'a prêté ce sweatshirt, je l'ai échangé avec le maillot que j'utilisais. On a mis un numéro 1 avec du sparadrap dans le dos du maillot et j'ai joué avec pour mon premier match contre l'Atlético Mineiro. Le président du club a beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de commentaires parce que c'était un maillot de couleur. Aucun gardien ne le faisait. C'était seulement des maillots gris ou noirs. Le président a aimé et a pensé que ça portait chance. Il était très superstitieux. Il a demandé à ce qu'on fabrique 10 maillots jaunes pour moi. J'ai commencé à utiliser ce maillot, plus par la volonté du président. Au Flamengo, j'ai utilisé le maillot jaune, mais j'ai aussi utilisé un maillot vert, plusieurs maillots. Il y avait déjà Adidas qui fournissait les équipements sportifs au Flamengo. Je ne choisissais pas le maillot, je recevais les maillots et, par coïncidence, l'un d'eux était jaune. Mais j'ai joué en vert et avec d'autres couleurs.
Ce qui est le plus intéressant concernant ce maillot jaune au Flamengo, c'est lorsque nous sommes allés jouer la Coupe intercontinentale contre Liverpool à Tokyo. Tout le monde savait que j'étais le gardien qui avait utilisé le maillot jaune en premier. Nous sommes allés à Los Angeles pendant 3 jours pour s'adapter au fuseau horaire du Japon et réduire le décalage. On s'est entraîné à l'université de Los Angeles et Domingos Bosco, qui s'occupait de la délégation, est venu me dire « Raoul, on a oublié ton maillot. Tu n'as pas de maillot de gardien pour jouer. Il n'y a pas ton maillot. » Puis il m'a dit « Je vais aller dans Los Angeles. Je vais acheter un maillot. » Et je lui ai dit, mais Bosco, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de boutique de sport comme il y a au Brésil. Aux États-Unis, il n'y a pas encore de football. Juste le baseball, le basketball. Tu ne vas rien trouver. Il est allé dans une boutique de vêtements normaux, pas de sport. Et regarde comment la vie est faite. Il a acheté un autre moleton, parfaitement identique à celui que j'avais échangé avec Neco, le latéral de Cruzeiro. Absolument identique, avec la même doublure à l'intérieur, exactement le même. On aurait dit un replay de ma vie. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Le moleton arrivait une nouvelle fois à moi. Dans la boutique, il a demandé à mettre mon nom et le numéro 1 sur le dos du sweatshirt. Mais il n'y avait pas le logo de Flamengo sur le devant. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas le logo de Flamengo. Tu vois ce qu'il s'est passé. Ils avaient oublié le maillot. Je n'avais pas de maillot pour jouer. Ils sont sortis pour acheter un sweatshirt aux États-Unis de molleton qui n'était pas fait pour jouer au foot. Ce n'était pas un maillot de foot. C'était un maillot de molleton, jaune. Je le disais, incroyable anecdote hein, avec cette histoire de... En fait, c'est un sweat, hein, il joue avec un sweat, tout simplement, que ça soit avec son club au tout départ, avec Flamengo sur cette finale. Et ce maillot, alors on n'a pas mis tout le passage, mais il nous explique donc qu'il n'a pas... c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Il n'a pas de logo, tout simplement. Si vous avez des images de l'époque, il y en a disponibles sur YouTube, des images de cette finale face à Liverpool de 1981. Il n'a pas de logo de Flamengo. Et lui, Raoul Plasman, en a commandé, en a réédité pour les vendre avec un logo. Hein. C'est ça, hein, Marcelin? Ouais, en fait, il a vu avec le club pour pouvoir commercialiser son maillot avec son nom. Et en fait, ce qu'il explique même, c'est qu'il était un peu gêné de ne pas avoir gagné la Libertadores avec le logo de Flamengo. Et c'est pour ça, plus que pour l'argent, qu'il a fait ce nouveau maillot, en fait, par son maillot à lui, avec le logo de Flamengo. Ouais, voilà, vous le voyez, hein, ce maillot. Et vous voyez d'ailleurs qu'avec cette photo, vous voyez que c'est pas un maillot. Vous voyez juste que le mec joue avec un sweat, tout simplement. donc voilà. Et ce maillot est devenu historique, donc, hein, parce qu'il est lié aussi à cette victoire en Libertadores et en Intercontinental de 80 face à Liverpool. Hein, voilà. Il est devenu historique grâce à cela. Est-ce qu'il a eu des héritiers, ce maillot jaune pour le gardien? Est-ce que ça a toujours une signification, un gardien de Flamengo qui joue en jaune? Il y a d'autres gardiens qui vont utiliser ce maillot jaune. Il va y avoir Gilmar, Bruno, Felipe, mais c'est surtout dernièrement Diego Alves qui va le populariser à nouveau, puisqu'il va l'utiliser pour les matchs décisifs. Par exemple, la finale de Libertadores 2019, le dernier match du Brésil en 2020 où c'était décisif pour le titre, il est en jaune aussi. Et surtout la Supercoupe du Brésil 2021 contre Palmeiras. Lors de la séance de tir au but, Flamengo est mené 3-1 après 3 tentatives de chaque côté, donc c'est quasiment mort. Et pourtant, Flamengo va s'imposer 6-5 et Diego Alves arrête 4 tirs au but au cours de la séance, donc il fait un petit miracle, voire 4 petits miracles. Et du coup, après ce match, il décide d'offrir ce maillot au musée du club et de ne plus utiliser le maillot jaune ensuite, donc il clôt un petit peu l'histoire de son côté. Sauf qu'en 2022, Hugo Souza, donc qui est le gardien titulaire à cette époque, au cours de la saison, utilise plutôt un maillot rose ou un maillot bleu.
mais il va utiliser le maillot jaune pour encore la Supercoupe du Brésil, cette fois contre l'Atlético Mineiro. Et ça va encore une fois au tir au but. Il fait 2 arrêts, sauf que Flamengo perd 8-7. Et pourtant, ils ont 4 fois l'opportunité de remporter le titre juste en marquant le tir au but suivant. Mais à chaque fois, ils ratent. Je crois que c'est la séance de tir au but la plus dingue que j'ai vue dans ma vie, parce que c'est 4 fois de suite, tu as juste à marquer, tu rates. Et d'ailleurs, Hugo Souza, forcément, on arrive à 8-7 au final avec beaucoup de ratés. Donc Hugo Souza, à un moment, il tire le 11e. Il faut qu'il marque pour que Flamengo soit champion. Et il tire sur la barre transversale. Donc le maillot jaune ne porte pas chance à tout le monde. Ouais, ou en tout cas, peut-être est-ce la fin de la bonne étoile du maillot jaune. Peut-être que voilà, c'est fini, on est reparti dans une malédiction. On verra ça avec le prochain qui portera un maillot jaune, on ne sait jamais. Hein. Les superstitions en football, il faut faire toujours très attention. Hein. Oui, je pense qu'il va être utilisé, ce qui est quand même mythique au Flamengo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de superstitions avec ce maillot jaune. Mais bon, on voit comment ça commence avec le président de Cruzeiro dans le dernier mag. Il y a d'autres histoires aussi sur sa superstition. Et c'est vrai que au Brésil, c'est quand même quelque chose de très présent. Voilà, c'était l'histoire des maillots jaunes et bleus et des maillots jaunes de manière générale du Flamengo avec toutes justement ces superstitions qui étaient liées. C'était donc notre maillot de la semaine. On arrive au bout de l'émission, vous le connaissez, vous le savez, dernière rubrique, les rendez-vous de la semaine. Allez, quelques rendez-vous à vous donner. Tout simplement, le premier d'entre eux, c'est la Libertadores. Hein, donc, préparez-vous peut-être à quelques sessions de live. On aura comme la semaine dernière, on avait fait une session le mardi, une session le mercredi. On s'était donné rendez-vous aux alentours de minuit 15. On va essayer de faire à peu près la même chose cette semaine. Donc, ce mardi et peut-être ce mercredi, il se peut qu'on arrive un poil plus tard. Atlético Mineiro et Emelec, ça sera mardi, c'est le match de minuit 15. Bon, c'est pas joué, mais pas loin quand même, après le match nul à l'aller. Le mercredi, on a Palmeiras Cerro Porteño, là pour le coup, je pense, je parle sous ton autorité Marcelin, je pense qu'on peut dire que c'est plié, hein, cette histoire. Donc voilà. Donc on s'intéressera peut-être un petit peu plus à Colón Tacheres puisqu'il y a eu un match nul au match aller, donc le choc argentin, minuit 15 aussi, donc voilà. Il y a de la Sudamericana aussi, donc peut-être aussi le retour Lanús Independiente del Valle qu'on voulait vous faire à l'aller, enfin qu'on aurait envisagé de vous faire à l'aller, que j'ai pas pu faire. On va voir si on peut organiser ça. Bref, surveillez les réseaux sociaux encore, hein. Je vous tiendrai au courant à travers le compte Lucarne Opposé. Et sinon, donc Pierre nous dit que la Liga Betplay reprend ce jeudi en Colombie. Sinon, ce week-end, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, ce week-end, Clásico de Avellaneda, Racing Independiente, dimanche 20h30. Pareil, surveillez, il se pourrait qu'on ait envie de se faire un petit live. En plus, à cette heure-là, ça peut être sympa. Sinon, si vous êtes très très chaud ce week-end, vous avez un Rayados América dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Ou la veille, si vous êtes encore plus chaud, vous avez le derby de Los Angeles entre le LAFC et LA Galaxy, El Tráfico, qui est toujours un match très intéressant. Est-ce que tu as des affiches au Brésil ce week-end, Marcelin ? Oui, donc dimanche à 21h, il y a Corinthians Flamengo, suivi à 23h d'Atlético Mineiro Sao Paulo. Et ben voilà, et si vous voulez être encore plus complet, vous pouvez garder un œil du côté du Chili, ça va faire plaisir à Pierre, ça fera plaisir à Romain qui n'est pas là, mais ça lui fera plaisir s'il réécoute. Unión Española, Universidad Católica, mardi prochain minuit, juste dans la foulée du prochain 9-10. Et ça me fait une transition idéale, puisque l'on arrive au terme de ce 9-10 de cette émission. On a fait un peu moins de 2 heures, on est trop fort. C'est super, on devient de mieux en mieux. On arrive pratiquement à la fin de ce 9-10. On va vous remercier d'avoir été avec nous, ceux qui ont été présents dans le chat, ceux qui nous écoutent sur les replays. On sait qu'il y a pas mal de monde qui regarde les replays, que ce soit sur YouTube ou sur les versions podcast de cette émission. Merci à vous, toujours de nous suivre, de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne Twitch ou juste la suivre, juste un follow. Vous pouvez aussi vous tourner vers, si vous voulez, nous soutenir financièrement pour le coup et vous faire plaisir. Vous pouvez vous tourner vers les magazines. Je crois, oui, je l'ai, il est là, le 19 qui vient de sortir avec sa belle une de la tour de Bangou. Beau souvenir, Bangou, Marcelin. C'était joli, c'était chouette. C'était pas mal, on y retournera bien. Ouais, c'était plutôt pas mal. Et sinon, vous avez les livres.
Je peux vous les montrer si je ne les fais pas tomber. Voilà, ils sont toujours là. Les deux du monsieur qui m'accompagne, là, ici, Primera Bola et Garincha. Garincha et Primera Bola, on y va dans l'ordre des sorties. Ou sinon, les 11 Caminos, version française. Tout ça sur notre site de la maison d'édition. Voilà, il me reste à vous laisser, à vous libérer. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Je ne sais pas si Pierre est encore dans le coin. Non, il n'est plus là. Merci, Marcelin, d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Merci à toi, puis merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, exactement. Merci à tous. On vous donne rendez-vous donc cette semaine pour des lives sud-américains. Et lundi prochain, sinon, à la même heure, au même endroit, pour le 19e numéro du 9-10. Passez une bonne semaine et à lundi prochain. Salut tout le monde.